Ok, salut, bonjour à tous. Oh, salut Thanos, ça va bien? N'hésite pas à suivre la chaîne, hein. Que ce qui va bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu peux me dire si le son est pas trop mal en fait? Là, j'ai un micro en fait un peu plus général pour. J'ai pas mon micro cravate, j'ai un micro pour pouvoir jouer à plusieurs parce que ce soir on va sûrement jouer à plusieurs. Donc j'ai pris un micro plus général. Donc tu vas sûrement entendre ma fille crier derrière aussi. Voilà. Et comme il y a la semaine dernière, c'était l'anniversaire du début du dessin animé Dragon Ball. J'ai essayé qu'aujourd'hui on allait parler un peu de Dragon Ball. Salut Pav, merci de venir sur Twitch. Ça fait plaisir de vous voir ici. Voilà, donc là j'ai commencé en français à faire des Twitch, de parler du vieux jeu de société japonais et de montrer un peu ma collection depuis 2 semaines. Donc c'est le troisième en fait là. Si vous regardez sur la chaîne, vous avez les deux autres avant. Et aujourd'hui, on va parler Dragon Ball aujourd'hui. On va voir du Sangoku et plein de choses comme ça. On va débattre de qui c'est qui est le plus fort entre Sangoku et Vegeta. Voilà. Donc en fait, si je me mets en mode jeu, ça passe comme ça en fait. On voit un peu mieux le truc. On peut faire ça sur Messenger du coup? Qu'est-ce que tu entends par là? En, en te connectant sur Messenger et en étant sur le chat toi aussi ou Je sais pas, t'as dû déjà. Thanos, t'as follow là parce que je vois que je passe à 34. Peut-être t'as follow avant que je lance le live parce que si tu follow pendant le live, il va y avoir une animation qui va apparaître. Je suis en train de tester ces trucs là aussi. Mais voilà, donc aujourd'hui on va parler de vieux jeux de société Dragon Ball. J'ai reçu cette beauté il y a juste une semaine là, une semaine et demie. Il est juste magnifique. Un jeu Dragon Ball très très bon état. Bon, c'est pas Dragon Ball, mais bon, je me suis dit que je vais sortir aussi le jeu de Dr. Slump. Et puis on a ces quatre là aussi à voir. Et celui-ci, on va peut-être y jouer en fait. On va voir en fonction de comment ça se passe le live. Mais on va essayer de peut-être faire une partie de celui-là en fait. Voilà, mais on va commencer à regarder un peu les. Voilà, le 26 février en fait, c'était l'anniversaire de la diffusion des animés Dragon Ball au Japon. Et donc c'était une bonne occasion de sortir un peu des cartons et de montrer un peu des vieux jeux. Donc j'ai reçu celui-là il y a même pas une semaine. Alors il date du tout début de Dragon Ball celui-là. Nos ennemis c'est Pilaf l'ennemi sur ce jeu-là. Donc on a un bon Sangoku bien des débuts avec un Yamcha, Bulma bien jeune aussi. Vraiment vraiment les débuts. Le jeu est magnifique. On va ouvrir tout ça. Alors c'est un gros jeu donc la boîte est très très grande. Avec beaucoup de composants différents. Alors on a encore. Alors ça c'est créé par. Ça y est, j'ai oublié le nom de la boîte déjà. C'est Epoch qui fait ça. C'est Epoch qui fabrique ce jeu. Donc c'est tout début Dragon Ball. C'est pas Bandai encore qui a la licence. Très vite Bandai va avoir la licence des jeux Dragon Ball et de tout ce qui est Shonen Jump. Et à ce moment-là, le. Je sais pas si vous voyez bien là. Je suis sur le bon truc. Non, ouais, vous devez voir, je pense. Et on a un jeu là qui est alors ça ressemble un peu à un jeu de loi, mais c'est assez. Il y a pas mal de trucs assez originaux en fait dedans. Alors, on va dégager les grosses boîtes qui viennent de Dr. Slump. Hop. Et on va sortir le plateau de jeu. Ça c'est typique des jeux japonais. Les plateaux qui sont pas pliés en deux complètement en fait. Ils sont pliés avec un rebord. C'est vraiment vraiment classique. Et donc les composants se mettent entre les deux en fait. Ce qui fait de temps en temps si le plateau est pas bien plié, c'est assez compliqué en fait. Je suis assez content que c'est pas mal changé ce système. Voilà, on a un plateau de jeu qui est vraiment très joli. Très belle illustration au milieu.
Et donc on est sur un jeu un peu standard de, on dirait un Sudoku. On va faire le tour pour essayer d'arriver le premier à la fin. Mais en fait, plutôt qu'arriver à la fin, le but c'est de récupérer les 7 boules de cristal. Et donc c'est pas vraiment en fait juste. Ah, il est en super état, il est magnifique. Il y a même les feuilles de papier qui ont été utilisées par les joueurs à l'époque, mais j'ai encore tout un bloc en fait qui est neuf. Et le jeu a un système assez intéressant, assez original, notamment pour combattre les ennemis. On doit dérouler en fait ce rouleau avec les différents ennemis, qui nous permet d'avoir les stats de chaque ennemi. Même le jeu en lui-même, beaucoup de jeux de l'époque en fait, en général quand on jouait, le but c'était vraiment de faire juste un jeu de loi en fait. On allait d'un point A à un point B. Et le premier qui arrive au point B, il a gagné. Alors que là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus original. Je vais zoomer un peu sur les jetons pour vous montrer tout ça. En gros, voilà, là, on a vraiment les... Donc le but, c'est d'être le premier à réunir les 7 boules de cristal. Donc, en réalité, c'est 4 jetons. Une fois qu'on a les 4 jetons qui représentent les 7 boules de cristal, on a gagné. Donc dans le jeu, on va se déplacer sur la carte et aller voir les différents personnages pour leur demander des informations sur où sont les boules de cristal. Donc on joue tous un petit Sangoku. Donc avec les... Bon, alors si je mets le jaune sur le jaune, ça marche mieux. Et on joue tous un petit Sangoku. Et donc on va se déplacer sur la map. Et quand on va aller voir des amis qu'on connaît, donc par exemple si on va voir Yamcha ou Bulma, si on lui donne les cartes qui lui plaisent, chaque personnage a des... Non, c'est pas ça. Chaque personnage a des cartes qui lui plaisent. Par exemple, Bulma elle veut de l'argent, t'as des trésors, il y a une culotte pour Tortue Géniale, de la nourriture. Enfin, en fonction de ce que le personnage recherche, si on lui amène ce qu'il recherche, en fait, il va nous donner des informations sur où est la boule de cristal. Donc ça nous donne une deuxième destination. Et quand on arrive à la deuxième destination, donc là c'est plutôt des destinations, il y a des personnages et des destinations, on va combattre un des ennemis. Et donc on va prendre une des cartes ennemies. Donc les cartes ennemies sont vraiment jolies aussi. Donc là ça nous ramène vraiment au tout début de Dragon Ball. Hein. Bon, le pilaf. Et on combat l'ennemi et si on bat l'ennemi, on récupère un des jetons de boules de cristal. Le premier qui a gagné 4 combats, donc récupéré 4 boules de cristal, gagne la partie. Alors le truc assez sympathique, c'est qu'au début de la partie, on va écrire sur ce papier, on va écrire en fait ce qu'on veut. Comme il faut que de A à J, il faut qu'il y ait 9 chiffres qui montent de 0 à 1, 0 à 9. Est-ce que j'ai des bêtises? Ouais, ça, il y en a 10, donc de 0 à 9. Et on écrit ce qu'on veut, enfin il faut qu'il y ait un de chaque en fait. Mais on les disperse comme on a envie, et on a 7 points de puissance qu'on peut mettre entre la force, le chi et le stamina. Et quand on combat un ennemi, en fait, sur la carte de l'ennemi, on va avoir les informations de quelle lettre et quelle puissance il a. Et on va se référer en fait au rouleau. Et en fait, le rouleau va nous dire, bah, si tu combats l'ennemi, cet ennemi numéro 10, la force de l'ennemi ce sera... Ah, par exemple, mettons, on combat Pilaf numéro 10. La force d'ennemi ce sera 3 plus le dé écrit sur la carte. Et ta force à toi ce sera H plus ton chi en fait. Donc c'est assez sympa de la façon dont ça a été pour faire le random entre les ennemis. Aussi quand tu te déplaces tu n'utilises pas de dés. Tant que ça en fait tu as beaucoup de déplacements avec des cartes et des choses comme ça. C'est assez bien foutu je trouve le fait de... Bah, pour un jeu de l'époque où il y avait beaucoup de jeux très random, ça reste vachement plus cool quoi. T'as aussi beaucoup de jetons d'items qui peuvent t'aider à te déplacer plus vite. Voilà, c'est un jeu qui avait l'air assez sympa, très joli là. Ouais, je me répète hein, mais
C'est une très très belle trouvaille de la semaine dernière. Là. Quand je l'ai reçu, j'étais vraiment au taquet. Voilà, donc ça c'est un jeu. Et bah en fait au Japon, logiquement après Bandai va récupérer les licences Dragon Ball, il va faire tous les jeux de société, tous les jouets Dragon Ball, mais on voit qu'au début c'était pas le cas en fait. On avait d'autres sociétés qui faisaient des jeux. Et bah, ça fait des trucs quand même assez sympatoches. Voilà. On va passer au suivant, on va voir le suivant. J'en ai quelques-uns à montrer là. Mais bon, les cartes avec les illustrations. Bon, ça manque un peu de variété dans les ennemis, ce qui sera beaucoup mieux dans les prochains. Est-ce que vous avez l'image qui saute régulièrement sur un... J'ai l'impression que j'ai régulièrement l'image qui saute sur une autre page, non? Ça doit aller. Ah non, mais parce que je suis pas en live sur le truc en fait, c'est pour ça en fait. Je pensais que j'avais lancé le chat en live sur mon téléphone, mais pas du tout en fait. C'est pour ça que je suis pas à jour sur mon téléphone. Ok, c'est mieux là. Ouais, là je vois mieux là en fait. On est 6 déjà, c'est cool. Salut à tous. Et puis voilà, donc ça c'est le premier jeu Dragon Ball que on voit aujourd'hui. Donc très grosse boîte, très très belle. Hop, on va redézoomer. Voilà. Donc Dragon Ball Game. Gokuyo Nanatsu no Dragon Ball o Sagase. Donc allons chercher les 7 boules de cristal. Alors c'est sympa parce que Dragon Ball en fait, on a l'écriture en kanji. Hello Lerdouille, comment tu vas? Merci de venir sur le chat. Ça fait plaisir de voir les potes qui sont là. N'hésite pas à follow la chaîne. Et voilà. Merci beaucoup pour le follow. Ouais, bah voilà, ça fait 2 semaines que j'ai commencé en fait un peu à faire des lives sur le. Je suis devant JDG. je suis plus vieux que lui, je crois aussi. Je crois que j'ai un an de plus. C'est peut-être pour ça. Mais ça fait ouais, c'est le 3e live en fait. Et aujourd'hui, on va parler Dragon Ball parce que le 26, c'était l'anniversaire de l'animé, de la diffusion de l'animé au Japon. Et bah, on va voir un peu quelques vieux jeux Dragon Ball. Donc là, je viens de montrer un peu le premier là, qui est cette merveille que j'ai reçue il y a une semaine, qui est une grosse boîte. Donc là, on est vraiment au tout début de Dragon Ball. Donc, j'ai pas checké encore exactement la date exacte du jeu, mais là, on doit être début 80, je pense. Et la notice aussi est très sympa, assez simple à comprendre. On voit le truc prévu pour les enfants, donc la plupart enfin pas la plupart, tous les kanji sont sous-titrés, donc assez simple à lire aussi. Du coup le 26 février, c'est une catastrophe en date. Désolé Pab, là j'ai pas la date de suite en tête là. Ça y est, je suis parti là, je suis parti. Oh, merci Thanos pour le follow. Pab, je suis désolé là, j'ai pas de suite l'anniv que c'était le 26 autre. Si tu peux me l'envoyer sur Messenger, je vais avoir honte, je suis sûr, mais voilà. Donc la notice aussi très belle. Ah mince, c'était le 26 aussi, le même jour que les morts l'année dernière, mais je savais pas que c'était le 26, j'avais pas noté la date exacte. Ah hier, ok. Bah donc ça tombe aussi bien. Ouais. Bah donc ça tombe encore mieux de faire un live spécifique pour les jeux Dragon Ball.
Je savais que c'était en début d'année dernière, mais j'avais pas noté que c'était hier en fait. Bah merci de l'avoir appelé, c'est cool. Bah c'est cool, non c'est pas cool, mais ouais, c'était une grosse perte, ouais. Ouais, ça fait. J'étais super jeune en plus, ça fait vraiment. Enfin, c'est vraiment dommage. Mais voilà. Il, euh, il aura quand même révolutionné le manga et l'animation japonaise. Enfin, en grosso modo, à Dragon Ball, c'est quand même pas un petit morceau. Voilà. Donc là, c'était le premier jeu. Je vais le ranger. Puis on va passer au deuxième. Puis après, on va voir, peut-être on va jouer à un des jeux que j'ai ici. Ouais. Ouais, donc, je remonte, mais le rangement en fait des vieux jeux japonais est un peu particulier. Dans le sens où les plateaux de jeu se plient pas complètement en fait. Ils font un angle comme ça. Bah, pas que les vieux d'ailleurs, beaucoup encore de jeux type Destin, Jinsei Game, le jeu de la vie, euh, utilisent encore la même méthode. Donc en fait, en gros, faut bien faire attention à quand on rentre la boîte en fait que ça va pas se fermer entièrement. Lol, ça, ça part en private joke sur le chat. Oui, effectivement, ouais, l'Erdouille il sera en deuil à ce moment-là. Voilà, donc voilà. Très très beau jeu. Et donc on met la boîte bien au milieu pour que l'autre plateau se met bien dessus quoi. Des jeux de société sur la carrière de Toriyama. Je pense pas qu'il y ait de choses qui soient liées à. Il y a toute une série de jeux de société, je les montrerai dans un futur, sur des mangaka au lieu d'être sur un animé en particulier. Par exemple, tiens, Toko, tu peux me passer le jeu de Toriyama derrière. Et fais un coucou aussi à la caméra parce qu'il y a Thanos, Lerdouille, Fab, qui sont des gens de la coloc. Et donc en fait, il y a toute une série de jeux de société. Il y a Kyoko qui passe aussi derrière là. Et on fait toute une série de jeux de société en fait où au lieu d'être sur un seul personnage ou un seul dessin animé, c'est sur le mangaka en lui-même. Donc ça, c'en est un sur Tezuka. Celui-là aussi, il est magnifique. Et donc là, on est vraiment sur un jeu qui est pas lié à un seul personnage. Mais il y en a cette série-là, il y en a une 27. Je les ai presque tous, il m'en manque que 2. Je pense qu'on fera un live pour les présenter. Peut-être pas tous, mais en gros pour en parler. On fera sûrement des lives autour de ces jeux-là aussi. Mais c'est avant Toriyama, c'est plus période. Là, on est plus dans les années 70. Ouais, 70, début 80, fin 70, début 80 pour les derniers. Donc Toriyama n'est pas encore vraiment si connu que ça à ce moment-là. Donc par contre, il y en a un sur Gonagai, Gal Goldorak, il y a le mangaka qui a fait Goldo 13 aussi. Il y a quelques très mangaka très connus des années 70 dans cette série de jeux. Et hop, on va ranger le premier jeu et on va passer au deuxième. Ouh. Ah, là. Je commence à perdre des jetons quand je range les jeux. Ça va plus. Hop là, c'est fermé. Alors, on va peut-être jouer justement avec Kyoko et un ami qui est là au Japon avec moi pendant un petit mois là. Hop, on va probablement jouer à celui-là. Là. On est dans une boîte beaucoup plus petite. Mais donc là, Bandai a récupéré la licence. Donc il y a le bon vieux logo Bandai. Et là, on est à la fin, on arrive à dernière moitié de Dragon Ball. Enfin, ouais, proche fin de Dragon Ball. Avec le
le combat contre Piccolo. Donc ça c'est un jeu autour de tout le combat contre Piccolo. Ah ouais, alors là il va y avoir du reveal là. Parce que je peux plus lire certains... Hop, si j'ai pas les lunettes je peux plus trop lire. Ça c'est Dragon Ball Daimao Fukatsu. C'est le combat contre le grand démon. Donc Piccolo à ce moment-là. Et là on est dans une série de jeux qui est probablement actuellement ma série de vieux jeux de société préférée au Japon. Ça s'appelle les Party Joy. Donc j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai fait des vidéos YouTube dessus. On a déjà montré quelques-uns en live. C'est des jeux qui se vendaient milliers de pièces. Et c'est fabriqué par Bandai. Tu nous rejoins Eric? Non, non. Je te vois t'asseoir petit à petit à côté. Ah bah, c'est pour m'approcher bien, écouter les règles pour après. Et donc ça c'est une série de jeux donc, qui s'appelle les Party Joy. Il y en a 135 de la collection principale. Je commence à en avoir un bon paquet. On va zoomer un peu là parce qu'on est un peu loin. Hop. Et c'est fait par Bandai. Donc ils ont fait des jeux originaux, mais ils ont du coup plein de licences Shonen Jump. Donc il y a beaucoup de jeux Shonen Jump. Il y a des jeux Chevalier Zodiac, Nicky Larson, Collège Fou. Il y a vraiment plein de jeux qui sont avec des licences très très connues. Et notamment des jeux Dragon Ball. En fait, il y a un jeu Dragon Ball et après des jeux Dragon Ball Z. Et c'est une collection que je trouve magnifique. Les boîtes sont très belles, le système de tiroirs, les composants sont super cool. Au Million, il y avait vraiment, les gens ils faisaient vraiment des efforts, je trouve, vraiment bien. Donc on a nouveau un jeu très propre. Avec le board. Et donc là, on est plus loin. Et on va suivre un peu Son Goku sur une partie un peu plus longue de sa carrière. Et on a... Ah, là on a le plateau de jeu. Je pense que vous entendez ma fille derrière. Hop là. Donc, le plateau de jeu qui est lui aussi magnifique. Et là on est dans un jeu beaucoup plus classique sur le déroulé du fait qu'on part vraiment d'un point de départ et on doit arriver au bout. Donc le goal, combattre Piccolo. Enfin Piccolo qui à ce moment-là n'est pas encore Piccolo mais Satan. Et sur le chemin en fait on va combattre des ennemis et faire du level up. Alors le jeu a pas mal de composants, donc on a les jetons des joueurs qui sont des petits jetons comme ceci. Avec Goku à l'intérieur. C'est dommage, on n'est pas encore avec des figurines. On en aura un peu plus bientôt. Hop. Bon, je peux faire ça aussi. Oh ouais, ça marche. Ça marche. Presque. Si j'étais bien devant. Non. Faut que je tourne là. Hop. Ça marchera mieux comme ça. Voilà. Ah, trop de reflets. Voilà. Très très belle illustration dans les jetons, mais on n'est pas encore dans les figurines. On aura des figurines plus tard dans d'autres jeux. Et là pour l'instant on n'a pas encore vraiment de figurines. Et ce qui est cool par contre c'est que chaque joueur a sa carte de perso. Où on a des levels. Et donc au début de la partie on choisit sa couleur. Moi je vais jouer rouge comme d'habitude. Et on commence avec des points de vie en fonction de notre niveau de level et notre puissance. Et on va monter en fait en puissance et monter au level 2 puis au level 3. Et quand on est au level 3 on est au max. Et pour monter en puissance il faut combattre les ennemis. Alors là on a un peu plus de variété dans les ennemis. Les Akuma Dolama, Taru Pai Pai, Tsuru Sennin c'est le je sais plus son nom en français de Tsuru Sennin, le
Pas le tortue génial, c'est le grue génial, mais c'est pas grue, je crois, en français. Je me souviens plus son nom. Corbeau génial, je crois. Corbeau génial, peut-être, ouais. Corbeau génial. Donc, lama, Tao Pai Pai. Black. Black Ossa. Tampaline. Bion. On a Bleu aussi, le chef des Red Ribbon. Des rubans rouges. En fait, on doit les combattre au fur et à mesure. Et les cartes ont des niveaux, en fait. On a des cartes de niveau 1. De niveau 2 et de niveau 3. Et en fonction de notre niveau, ben, on combat des ennemis de notre niveau. Et le combat aussi est assez cool. Donc pareil, c'est un jeu où il y a en réalité très peu de random. Il y a un dé avec le jeu, mais le dé n'est pas utilisé pour se déplacer ou pour les combats directement. En fait, quand on combat, ou quand on se déplace, on va utiliser ces cartes. Donc c'est des cartes en fait qui à chaque fois ont un chiffre, un type d'attaque au milieu. Un chiffre, un type d'attaque au milieu. Alors le chiffre il est écrit en kanji, ce qui peut être des fois un peu difficile à lire pour les enfants, donc du coup ils ont mis un nombre d'étoiles pour le chiffre au-dessus. Et donc quand on joue une carte avec un certain chiffre, on se déplace du nombre de cases correspondant à la carte. Mais quand on combat aussi c'est intéressant. Parce que admettons je m'arrête sur une case Piccolo. Quand je m'arrête sur une case Piccolo, hop, je dois piocher une carte de mon niveau, donc level 1. Donc je vais combattre lui. Donc sur le board on va pouvoir mettre ses points de vie. Donc lui il a 7 points de vie. Et on va commencer le combat. Et en fait quand on combat on choisit un autre joueur. Et l'autre joueur va nous combattre. Et c'est un genre de pierre, papier, ciseaux mais avec des chiffres. En fait en gros on joue chacun une carte. Celui qui joue la carte la plus forte gagne le combat et fait des dégâts à l'autre. Mais sachant que la carte la plus élevée, donc le numéro 7, perd face à la carte numéro 1. Donc le numéro 7 n'est pas forcément la seule qui gagne entièrement. Si on gagne le combat, on gagne des points d'entraînement qui vont nous permettre de gagner un niveau. Si on perd le combat, on doit aller à la tour de Kalin pour s'entraîner et revenir plus fort plus tard. Donc il y a la tour de Kalin là. Hop. Et donc si on perd, hop, on est jeté à la cour de Kalin. Et là on doit lancer des dés pour s'entraîner. Et si on arrive à s'entraîner suffisamment, enfin, si on arrive avec 3 dés, on arrive à faire 11. En lançant 3 fois le dé, on arrive à faire 11. 3, 3, 3, donc 9, donc ça c'est perdu. On reste là tant qu'on n'a pas fait 11. Et quand on a fait 11, hop, on peut repartir la tour pour continuer le combat. Et donc on avance tout à sur le plateau jusqu'à arriver au bout du plateau. Et au bout du plateau, on est obligé de se battre contre Piccolo. Et donc, quand on se bat avec Piccolo, en fonction de notre level ou différentes choses, en fait, on a un Piccolo qui va être différent en puissance. Et le premier qui, à la fin, en combattant Piccolo bat, Piccolo gagne la partie. Sur le chemin, on peut ramasser des boules de cristal qui vont nous permettre d'affaiblir Piccolo. Si jamais on a toutes les boules de cristal, on peut affaiblir Piccolo. Donc il y a des cartes de boules de cristal là. Et d'autres cartes de bonus qu'on peut récupérer au cours de la partie. Voilà. Donc là c'est le premier jeu Dragon Ball fait par Bandai. Ah ouais, et ça a l'air de plaire à ma fille. Elle a l'air d'être contente. Voilà. Un jeu aussi que très joli. Qui est en très bon état aussi. Je suis très content de l'état général de celui-là aussi. Et j'ai oublié de ranger une carte encore. On va ranger celui-là et peut-être un peu plus tard dans la soirée, mais c'est pas sûr, ça va dépendre à quelle vitesse on avance et en fonction de si ma fille elle s'endort ou pas. On y jouera peut-être à 3 à ce jeu-là en fait. Ouais. Voilà, c'est le jeu que je pense que les règles sont assez simples, assez sympa. J'aime bien le côté quand on combat en fait les méchants, au lieu de juste lancer le dé et de que ce soit random, en fait on
on utilise des cartes contre les autres joueurs. Et du coup, bah, si on utilise nos cartes très puissantes quand on combat les autres joueurs, bah, quand c'est notre tour de combattre, on les a plus en main. Donc c'est intéressant de devoir un peu faire, en gros, avoir une stratégie sur est-ce qu'on décide de vraiment gêner les autres pour gagner, ou est-ce qu'on préfère que, avoir des bonnes cartes quand c'est notre tour. Bon, en connaissant certains sur le chat, je pense que si ils combattent contre moi, ils vont utiliser leurs meilleures cartes parce que la règle principale c'est que je perde. Hein? Mais sinon, normalement, si on joue un peu bien, on fait attention quoi. Combien ça dure une partie en temps? Il n'y a pas vraiment. Il y a une période où il n'y avait pas vraiment trop d'infos comme ça sur les boîtes. On n'a pas joué encore une fois entièrement, donc je saurais pas dire. Ça va pas être si long que ça parce que c'est pas avec des dés qu'on avance. C'est vrai pour les enfants, donc je pense que ça dure moins d'une heure, je pense, la partie. Alors, on a beaucoup plus d'infos maintenant sur les jeux de société. Hein. On a le nombre de joueurs, ça. Mais voilà. Donc, celui-là, j'avais fait une vidéo en japonais qui le présentait sur YouTube. Donc, il y a une vidéo sur YouTube qui le présente bien. Enfin, c'est Kyoko qui parle. Alors, il y a un autre côté beaucoup plus simple où c'est vraiment juste on essaie d'avancer jusqu'au bout et le premier qui arrive au bout, il gagne. Souvent, c'est quelque chose. Hello Kalan! Merci de nous rejoindre. Donc, on est en train de présenter un peu les vieux jeux là du Dragon Ball. Donc là on est au deuxième qu'on a présenté ce soir. Là on est sur un jeu Party Joy où on doit combattre Piccolo. Donc très beau jeu et peut-être qu'on y jouera plus tard dans la soirée, mais enfin dans l'après-midi pour ceux qui sont en France. Mais voilà, pas sûr encore, ça va dépendre si ma fille s'endort ou pas en fait. Et voilà, une autre des particularités des jeux Party Joy souvent c'est que le plateau de jeu était double face, et du coup il y avait souvent ou un autre jeu, ou des informations sur l'animé, ou sur le manga de l'autre côté, ou juste des illustrations, des choses comme ça. Et donc là on a carrément un deuxième jeu, avec une deuxième set de règles en fait, qui est un jeu beaucoup plus simple, où juste il faut essayer d'arriver le premier au bout. Là on voit vraiment qu'on suit beaucoup plus par rapport au jeu d'avant qui s'arrêtait, qui était vraiment juste sur trouver les 7 boules de cristal et s'arrêter à Pilaf, là qu'on voit qu'on suit beaucoup plus une longue partie de l'histoire de Dragon Ball, parce qu'il y a le tournoi, il y a le combat contre les rubans rouges, il y a le combat contre le robot, c'était sous-marin ça je crois que c'est un combat qui combat sous la mer, lui. J'ai un doute maintenant. Et à la fin le combat contre Satan. Là on est une grosse partie de Dragon Ball, mais c'est pas encore vraiment la fin de Dragon Ball. La fin de Dragon Ball, on l'aura dans la prochaine boîte de jeu. Voilà, ça c'était. Et c'est le premier jeu Dragon Ball, que je possède, parce qu'on a peut-être un plus ancien. Mais il me semble que non, je pense que c'est le plus ancien jeu Dragon Ball fait par Bandai. Le jeu avant, qu'on a vu plus tôt, n'était pas fait par Bandai, fait par une autre boîte. Voilà. Ces jeux qui sont toujours un plaisir. Le système pour l'époque. 1000 yens, t'avais un jeu avec vraiment des composants vraiment cool. Le jeu se rangeait dans une boîte comme ça, hop. Et c'est parti. Ah, là il veut qu'on l'entende. Hein. La taille d'un... Le jeu fait la taille d'une... Ouais, je dirais que beaucoup de gens pensent que c'est des jeux NES ou des jeux... quand ils voient dans ma collection, ils disent « Ah, t'as plein de jeux Nintendo ou t'as plein de jeux Super Nintendo ». Parce que la taille fait très taille de boîte de jeux vidéo. C'est proche d'une cassette vidéo aussi. Bon, des tailles qui étaient assez standards. Je pense qu'ils l'ont choisi parce que ça rappelait ces choses-là aussi. Voilà. Là, c'était le premier jeu Dragon Ball. Et donc là, on quitte Dragon Ball. Et on va arriver à Dragon Ball Z. Avec le deuxième jeu qui est toujours un jeu Party Joy. Donc on avait le 104, on a le 118. Donc c'est un jeu qui est sorti peu de temps après. Et donc il s'appelle Dragon Ball Z, mais en réalité... Alors à partir de là, des jeux Dragon Ball, il y en a 4 qui suivent dans cette série-là. J'en ai 3 sur les 4. Et en fait, à chaque fois, il y a plusieurs jeux dans la boîte.
Salut Just Japan. Enchanté, bah ouais, on est. Enfin, j'ai démarré il y a 2 semaines là, 2-3 semaines. Et en gros, bah, j'ai un petit café bar à jeux de société dans le nord du Japon, dans la préfecture de Yamagata, la ville qui s'appelle Sakata. Et j'ai collectionne en fait les vieux jeux de société, donc bah, on va beaucoup parler de vieux jeux de société japonais, et on va aussi jouer à des jeux, et puis des jeux récents aussi. Mais voilà, c'est une chaîne qui va parler principalement de jeux de société, et de temps en temps, quand il y aura des événements spéciaux dans la ville ou autre, on sortira, on essaiera de bouger avec une caméra, montrer des choses un peu autour, et d'aller faire un petit peu de choses sur la culture japonaise en général. Voilà, ça fait un petit moment que je suis installé au Japon aussi, ça fait 13 ans que je suis au Japon, c'est un petit moment. Voilà, je suis marié, puis là on entend ma fille qui crie derrière. Parce que en fait, je stream directement du café là. Donc je suis dans le café est encore ouvert d'ailleurs. Cool, tu collectionnes quand tu parles des choses anciennes, des choses plutôt période, bah, comme moi à peu près, années 60, 70, 80 ou plus anciens. C'est vrai que moi j'ai peu de choses qui vont plus loin en arrière que début années 60 en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je m'intéresse en jeux de société, et après il y a beaucoup de jeux classiques, pour tout ce qui est jeux de cartes, genre Anafuda ou jeux de Mahjong, où il peut y avoir des jeux de Shogi ou des jeux de Go qui peuvent être beaucoup plus vieux. Mais c'est vrai que en fait, je m'intéresse principalement à des jeux qui ont des règles originales, donc que ce soit une licence ou pas de licence, hein, j'ai pas mal de trucs. D'accord, ok. Ok, des choses en rapport avec le Comiket. Le Doujinshi et Comiket. Alors, je suis allé très régulièrement au Comiket quand j'habitais sur Tokyo. Et j'ai pu exposer aussi au Comiket, j'ai vendu un doujin au Comiket. Et j'ai beaucoup dans ma collection de jeux, ce qu'on appelle des doujin games en fait. Mais en général maintenant il y a le game market pour tout ce qui est jeux de société. Ça c'est un peu sorti du Comiket, mais c'est vrai que mes premières années où je suis allé au Comiket, il y avait encore beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y avait encore les jeux de société et les jeux au Comiket plus que maintenant. Maintenant il y a vraiment un événement spécifique pour. D'accord, ça va être super intéressant le début du Comiket, comment les associations sont basées. C'est vraiment un événement majeur au Japon. Il y avait il me semble qu'il y avait l'anniversaire l'année dernière. L'année dernière, c'était le numéro 100, je sais plus. C'était, ça y est, j'ai un doute maintenant. Il me semble qu'il y avait un gros anniversaire du Comiket récemment. Ils avaient fait une expo, tout ça. Mais ouais, alors le Comiket, pour ceux qui savent pas ce que c'est le Comic Market. C'est le plus gros événement de manga, ouais, de production originale, de production indépendante au Japon. Plein d'auteurs indépendants qui se réunissent et qui vont vendre leurs œuvres sur une période de 3 jours à Tokyo, et c'est un événement gigantesque qui se passe 2 fois par an, en été et en hiver. Et bah là ça fait un petit moment que j'y suis pas allé moi, ça doit faire au moins... le Comiket ça doit faire au moins 5-6 ans que j'y suis pas allé. Je vais au Game Market régulièrement, je suis allé au Comiket. En fait je me suis spécialisé sur 2 événements un concernait les mangas originaux et l'autre concernait les jeux de société, du coup je vais beaucoup moins au Comiket maintenant. Bah bonne chance pour trouver des trucs en rapport avec le début du Comiket. Donc on va revenir au jeu Dragon Ball. Donc là on est avec le deuxième jeu Dragon Ball, donc de la série de nouveaux Party Joy, donc cette collection de jeux faits par Bandai dans les années 80-90, qui sont vendus 1000 yens. Et donc là on a un jeu, à partir de là chaque jeu Dragon Ball vont proposer plusieurs jeux, donc là on a 2 jeux dedans, enfin plutôt un jeu en 2 parties. On est censé jouer d'abord la partie 1 avant de jouer la partie 2. Et en fait la partie 1 c'est encore Dragon Ball vu que c'est le combat contre Raditz. Donc logiquement la fin du 1 se finit dans le combat contre Raditz avec Goku qui meurt. Oula, j'ai spoilé la fin de Dragon Ball. Mon dieu. Mon dieu, je viens de spoiler la fin de Dragon Ball. Est-ce que c'est pas un peu comme spoiler la fin de Titanic? Ouais, je sais pas, mais là j'ai spoilé la fin de Dragon Ball. Oula, là je m'en veux. Donc voilà, la fin de Dragon Ball. Et le début de Dragon Ball Z, qui dans la partie 2, les jeux sont vachement thématiques. Plus thématiques qu'en termes de gameplay, je trouve. Donc on est à nouveau avec les plateaux de jeu Alors les plateaux de jeu des parties sont toujours des plateaux qui se... Pas toujours, mais souvent des plateaux qui se déplient en 6 parties comme ça. Et donc là je commence par la mauvaise partie du jeu. Hop. Donc on a la partie 1 et derrière la partie 2. Et donc la partie 1, on doit se battre contre Raditz. Alors c'est assez sympa comme
comme gameplay, entre guillemets, surtout thématiquement en fait. En gros, on va tourner autour de la map. Tourner autour de la map, tourner autour de la map, tourner autour de la map. Et en tournant autour de la map, on accumule des cartes de puissance qui peuvent aller de 100 à 500 de puissance. Salut Loli Aniki, bienvenue sur le chat. Donc on regarde des vieux jeux Dragon Ball là, donc on célèbre à la fois du coup, parce que j'avais même pas percuté que la date était proche. Mais en fait on célèbre à la fois l'animé qui a commencé le 26 février et du coup le célèbre. Enfin, on pense aussi à Akira Toriyama qui nous a quitté l'année dernière. A priori c'était du coup le 2 mars, le 1er mars. C'était hier. Hier, donc hier c'était le 2 mars. On est déjà aujourd'hui, donc le 1er. Ouais, mais en fait, avec la France, j'ai toujours des. Des fois, je suis. Et en fait, quand j'ai pensé à faire ça, j'avais pensé au premier truc, et puis j'ai même pas. Je savais que c'était en début d'année. C'est 1er mars, ouais. 1er mars. Et voilà, donc on montre pas mal de jeux, et là, on est sur le 3ème qu'on présente, là. Qui est à cheval entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, et je viens de spoiler la fin de Dragon Ball. Et ouais, Japan. En fait, dans mes jeux de société, j'ai plusieurs niveaux d'état, on va dire, que je concerne. Il y a, en gros, si j'ai le jeu vraiment complet en état neuf, c'est-à-dire avec pour les jeux Party Joy, c'est très compliqué parce que les boîtes n'étaient jamais emballées. Donc il n'y avait pas d'emballage autour des boîtes, donc les boîtes sont très très souvent avec des dégâts. C'est pratiquement impossible d'avoir des boîtes vraiment très bien conservées pour ces jeux-là. Par contre, régulièrement, j'ai des jeux qui, à l'intérieur, sont encore neufs. Encore sous emballage. Après, j'ai ceux qui sont complets, mais qui ont été joués. Après, il y a quelque chose qu'on a souvent, en fait, comme dégâts sur les jeux comme ça, c'est des dégâts d'élastique. En fait, les gens mettaient des élastiques autour de leurs cartes. Et avec le temps, ces élastiques fondent sur les cartes et font des dégâts irrémédiables. Enfin, il y a des légendes, comme quoi on peut utiliser un sèche-cheveux, mais j'ai testé, ça marche pas. Oui, j'ai testé hier le sèche-cheveux. Ça marche pas trop. Non, ça marche pas trop le sèche-cheveux. Il me restera la. C'est quoi l'acide Je vais te redire ça. Ouais, il y avait un acide a priori qui pouvait marcher, mais j'ai un doute. Enfin bref, donc les élastiques. Alors j'ai des prototypes de jeux de société, mais je suis pas vraiment tombé. Je suis tombé sur certains par hasard dans des packs, mais la plupart des prototypes de jeux de société que j'ai achetés, je les ai achetés. C'est plus des prototypes, c'est plutôt les premières éditions faites au Comiquette. Mais des prototypes, ouais, vraiment un truc de papier, non, j'en ai pas vraiment. Je sais pas comment ça se trouvait. Salut Sagi, ça va? N'hésite pas à follow toi aussi, hein. Et on monte des jeux Dragon Ball, donc probablement des dessins animés préférés de ton papa. Mais voilà, bienvenue sur le chat. Et donc ouais, non, j'ai pas eu de prototype. Merci pour le follow Isagi. Ah, sur l'écran, faut que j'arrive à garder celui-là à l'écran. Il me faut une alerte sonore pour les follow. Je pense que j'en loupe encore quelques-uns. Il va falloir que je me mette un retour un peu plus. Pour l'instant, c'est encore. Alors, c'est quoi mon perso préféré de DBZ? Je suis très très classique moi là-dessus. Hein. Je suis Vegeta moi. Moi, je suis très très Vegeta. Des années de dispute avec mon grand frère pour savoir qui c'est le plus fort entre Vegeta et Goku. Avec des argumentations sur oui, mais dans tel moment, nanana, oui, mais c'est lui qui dirige la fusion, oui, mais nanana. Vraiment des arguments de très très haut niveau. Mais ouais, mais c'est Vegeta quoi. D'ailleurs, pourquoi il y en a d'autres que Vegeta? C'est un truc aussi qui, je pense, montre encore très bien le système de production des mangas et des animés au Japon. Quand un personnage est très populaire, il va être converti en personnage positif et rejoindre la team des gentils et rester dans l'histoire. Je pense que Vegeta, il n'était pas forcément prévu pour devenir un personnage aussi important que ça. Mais bon, comme voilà, c'est Vegeta quoi. Il a un nom de légume, mais il a la classe qu'il n'en peut plus quoi. Alors, moi j'ai un bar café donc dans une petite ville du nord du Japon. Donc il y a un peu de monde, mais c'est pas la folie. Donc je suis pas forcément le meilleur endroit pour
pour évaluer en fait si un bar ou un café au Japon marche bien. Mais en fait à Tokyo il y a eu un moment, vraiment il y a un boom en fait autour des jeux de société et autour des jeux des bars à jeux. Et du coup beaucoup de cafés sont ouverts à Tokyo. Le nombre de bars, de cafés bars à jeux au Japon là ça fait 5 ans qu'on est ouvert. Ça va faire 5 ans qu'on est ouvert. Et je pense que sur la dernière dizaine d'années, on est passé peut-être de moins de 10 bars à jeux au Japon à je sais pas, 100, 200. Il y a vraiment un nombre qui a explosé avec des chaînes qui sont ouvertes. Certaines des chaînes ont commencé à produire leurs jeux de société. Il y a beaucoup il y a une clientèle. Ma clientèle est principalement japonaise pour moi. Mais à Tokyo, je connais autant des bars à jeux. Enfin, j'ai un ami qui a un bar à jeux. Enfin, bar à jeux. Plus un magasin, il fait un peu bar, mais plus magasin qui est plus orienté vers les étrangers. Là où la plupart des grosses chaînes et des endroits plus communs sont plutôt orientés vers les japonais en fait. Mais voilà. Donc c'est un concept qui marche pas trop mal, mais je sais pas jusqu'à quand il va marcher, parce que le Japon c'est un pays où il y a beaucoup de... C'est un pays qui marche beaucoup par mode. Donc je sais pas quand la mode du jeu de société va passer, est-ce que ça va continuer à survivre aussi fort dans les grandes villes. Et dans les petites villes comme là où j'habite maintenant, ça marche, mais tous ceux qui ont des board game cafés que je connaisse ont d'autres boulots à côté. Moi je suis guide, je suis guide local, je travaille un peu comme interprète, enfin on fait pas mal d'autres trucs à côté. Et du coup le café c'est pas vraiment notre premier moyen de revenu, ce qui nous permet de faire survivre le café. Par exemple, celui qui est à Akita, le patron, il est compositeur de musique. Celui sur Niigata, le patron, il produit des jeux. Et ma fille veut vraiment se faire entendre là. Elle est vraiment pas du tout partante pour dormir. En même temps, elle m'entend parler à côté. Ouais, je pense que jouer ce soir, ça va être compliqué, Kyoko. Hein. Ouais, pour elle, je pense. On fera un autre jeu peut-être avec Eric. Mais ouais, c'est une activité passion. Alors, comme je disais, c'est une activité passion principalement dans les petites villes, quoi. Alors, à Sakata, alors le plus gros Matsuri de Sakata qui est vraiment cool à faire, c'est fin mai, 19, 20 et 21 mai. Mais moi, ma saison préférée pour visiter, c'est l'automne, parce que je pense que c'est le moment où les montagnes sont vraiment magnifiques. Il fait encore bon, mais il fait pas trop chaud. C'est vraiment une ville. C'est une ville peut se visiter après n'importe quelle saison, c'est vraiment cool, quoi. Dans le micro, elle a une opinion à partager. Ouais, là, elle est avec Kyoko, là, Bon, ma fille a 1 an, donc du coup, forcément, elle crie encore pas mal aussi. Mais voilà, moi ma période préférée, c'est l'automne, pour Sakata. Mais en fonction du moment où tu veux venir, il y a vraiment toutes les saisons, c'est sympa. L'hiver, l'hiver, genre janvier, février, des fois, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Donc en fonction de ce qu'on veut voir, il vaut mieux noter parce que des fois l'hiver il y a certains bâtiments, certains musées qui peuvent être fermés en fait. Parce qu'on a pas mal de neige donc ça peut être compliqué quoi. Du coup là on va revenir sur le jeu Dragon Ball. Donc le premier jeu, donc c'est en 2 parties. Et donc le premier jeu, on va combattre Raditz. Mais avant de le combattre, il faut faire des tours de la map. Ouais. Alors en été en fait le Tohoku c'est vachement mieux hein. Bon il y a encore de l'humidité mais c'est incomparable avec toute la partie pacifique. Mais l'intérieur de Yamagata c'est horrible. Mais ouais le bord de mer du Tohoku c'est bien. C'est vrai qu'effectivement à l'intérieur des terres c'est beaucoup plus compliqué. Donc je déconseille la ville de Yamagata en été. C'est une cuvette et effectivement il fait une température folle. Mais le bord de mer en été, en fait, le Tohoku, donc la grande région nord du Japon, donc là où je suis aussi, et, en été, c'est vraiment... au contraire, si vous craignez le chaud, c'est l'endroit potentiellement où aller au Japon, en été en fait. Là où Tokyo, Osaka, c'est invivable quoi. Le but étant de se préparer pour combattre Raditz, donc on va piocher des cartes de pouvoir qu'on va avoir avec nous. Et on les pioche, on les met devant nous, mais on sait pas qu'est-ce que ça va être. Donc on a des pioches de pouvoir. Et quand on dit bon bah c'est bon, là je suis chaud, je pense que je peux combattre Raditz. On y va, on tente. Et on les ouvre une par une.
Et si à un moment, là, par exemple, là je suis à 500, il faut que je passe 1000. Si je passe 1000, je bats Raditz. Si je passe pas 1000, je bats pas Raditz. Si là, je suis à 500 au bout de 3 cartes, si je pense que ça va être chaud, je peux arrêter là et m'enfuir. Ce qui me fera moins de pénalité. Mais si je me dis non, c'est bon, j'y vais, je suis chaud, je vais jusqu'au bout. Et là, j'ai passé les 1000, donc j'ai battu Ramitz, j'ai gagné la partie. Donc c'est assez sympa de voir... Salut Juju l'autre. Ouais, ouais, bah en fait, on voulait voir si elle s'endormirait en fait pas loin. Et du coup, si elle s'endormait, on aurait fait un jeu à 3 avec ma femme pour aider à lire mieux les règles parce que je peux les lire à peu près avec un truc de traduction, mais j'ai pas un niveau de japonais vraiment. À la lecture, j'ai vraiment des gros miss encore. Je suis encore en train de bosser dessus. Donc on espérait de voir qu'elle s'endort, mais bon, elle s'endort pas du tout. Donc là, elles vont monter à l'étage. Donc bébé vous dire au revoir. Juste pour... Ah, tu l'as pris avec toi juste pour pas? D'accord. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on l'avait pas loin en fait au café en pensant que peut-être qu'elle s'endormirait, mais là elle a pas l'air chaude pour s'endormir, donc pour l'instant elle fait un peu parler d'elle. Mais voilà, bon bref, c'est bah, ça va, elle est pas non plus, elle est plutôt calme comme petite, donc on va l'entendre parler, mais elle n'est pas du genre à crier trop fort quand on est avec elle. Elle va crier en général quand bah, on s'occupe pas d'elle, ou quand elle est toute seule, ou quand elle a faim. Donc ça va, voilà, on l'entend parler, mais je pense pas qu'elle se gênera à fond le stream. Donc là, j'ai passé les 1000, et du coup, j'ai battu Raditz. Et je gagne la partie. Mais si jamais j'avais pas passé les 1000 et que j'avais pris le risque, je dois passer 3-4 tours. Je sais plus, c'est 3 tours, je crois. Où les autres joueurs vont pouvoir jouer. Donc c'est un jeu un peu de... Quand est-ce qu'on... En gros, si on y va trop tôt, ben on perd. Mais si on y va trop tard, un autre joueur peut y aller avant nous et battre Raditz et gagner la partie, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est le jeu partie 1. Donc, on est censé faire cette partie-là du jeu avant d'attaquer la partie 2, qui est donc de l'autre côté. Et du coup, une fois qu'on a battu Raditz... Alors, encore une fois, spoil, hein, mais... Tout le monde sait que... Enfin, tous ceux qui ont lu Dragon Ball, ils savent comment finit Dragon Ball et comment finit le combat contre Raditz. Donc... En fait, en réalité, c'est plutôt Piccolo qui gagne le combat contre Raditz. Hein. Mais voilà, donc on a battu Raditz, on a gagné le combat. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie sur ce... Donc c'est un deuxième jeu qui est dans la même boîte. Donc pour Minion, on avait 2 jeux. Et le deuxième jeu, c'est le combat contre les Saiyans. Donc on sait que les Saiyans vont arriver. On sait que ça craint. Donc on a les Saiyans qui sont en train de voyager pour arriver vers la Terre. Et nous, on s'entraîne comme des fous. Et surtout, on attend l'arrivée de Goku. Parce que là, Goku, il est en train de courir sur un truc. Et il espère être... il espère revenir à temps pour pouvoir combattre les Saiyans, donc Nappa et Vegeta. Et donc c'est un jeu qui représente un peu cette partie-là en fait du jeu où on va essayer d'avancer en étant suffisamment fort pour pouvoir les combattre. Et en même temps, eux ils avancent au fur et à mesure en fait pour arriver au truc. Donc c'est le deuxième jeu sur la partie. Donc c'est assez cool en fait d'avoir dans la même boîte un premier jeu avec les règles là qui décrivent en fait la fin de Dragon Ball et un deuxième jeu qui fait le début de Dragon Ball Z avec l'arrivée des Saiyans et c'est le jeu. Donc on a un jeton exprès pour les pour Vegeta et Nappa. Vegeta encore avec les cheveux un peu rouges. On voit que sur ces illustrations là Vegeta est châtain foncé. Roux presque. Mon dieu, Vegeta est un roux. Là, mon dieu, cette révélation. Et voilà, on va passer au jeu suivant. Oui. Dans cette collection en fait des jeux donc Party Joy, il y a, je disais, il y a un jeu Dragon Ball et 4 jeux Dragon Ball Z qui existent. Les 4 jeux Dragon Ball Z se font ensuite.
Donc j'en ai 3 sur les 4. Il me manque le dernier. Et donc Bandai faisait ces jeux-là un peu... c'est des jeux qui sont un peu... comment dire, budget. Ils sont vendus seulement 1000 yens le jeu, donc c'était des jeux qui étaient vendus pas cher. Mais au même moment, il y a une autre collection de jeux chez Bandai qui s'appelle les Joy Family. Et qui sont des grosses boîtes, comme on a vu la boîte de Dragon Ball avant, en fait. Qui sont sur cette taille-là de... Voilà. Là, on a un autre. Ça, c'est... donc c'est pas Dragon Ball, mais c'est Dr. Slump. Mais voilà, ça, c'est les jeux Party Joy. Et ça, c'est les Joy Family. Donc c'est les deux styles de jeu ou les deux tailles de jeu que faisait Bandai à l'époque. Donc avec des prix complètement différents bien sûr. Et donc il existe 3 ou 4 jeux Dragon Ball en version Joy Family, mais pour l'instant j'en possède encore aucun. C'est pas les Joy Family ça prend beaucoup de place. Donc c'est pas encore ma priorité en collection de vieux jeux société. J'ai commencé à en acheter un peu plus, donc il y a des chances que je commence à m'y mettre. Mais voilà, les Party Joy, c'est vraiment la collection que la série que je cherche à compléter en priorité là maintenant, donc j'en ai beaucoup de cette série là. Et du coup, j'ai 3 sur les 4 Dragon Ball Z de cette série. Et encore aucun de la série Joy Family. Mais voilà, beaucoup, Bandai exploite la licence à fond. On voit que les jeux s'enchaînent assez vite. Manga, donc... Et encore une fois, point très agréable des Party Joy, c'est ces boîtes en forme de tiroir. Alors c'est une série de jeux qui est aussi... on a beaucoup de documentation dessus parce que le designer principal de cette série de jeux, il a écrit un livre sur la série où tous les jeux sont bien montrés, tout ça. Donc il y a beaucoup de vieux jeux société, des fois on a peu de documentation dessus. Là, c'est une série de jeux où on a vraiment une grosse documentation, on sait comment ils ont été faits, pourquoi ils ont été faits. Donc c'est vraiment un plaisir à collectionner et à accumuler. Et du coup, on arrive au Dragon Ball Z Game 2. Voilà. Et là, c'est le combat contre Vegeta. Là, on est dedans. Le jeu d'avant, c'était l'arrivée de Vegeta et de Nappa. Là, on est vraiment sur le combat. Et à nouveau, on va avoir plusieurs jeux dans la même boîte. Et une autre particularité aussi, c'est que là, on est sur un Party Joy double. Donc, ils en ont fait une dizaine seulement de ces modèles-là. Donc, c'est des Party Joy qui étaient vendus 2000 yens au lieu d'être vendus 1000 yens. Le double du prix, du coup, Party Joy double. Et donc, on a à nouveau 2 jeux et on a des composants qui sont souvent un peu plus luxueux. Et donc là, on va avoir des figurines. Figurines qui, honnêtement, méritent le zoom. Donc, hop. Bah, j'ai commencé direct par Vegeta transformé. Mais ouais, il y a une figurine de Goku par joueur. Les figurines sont vraiment belles. On peut voir que pour l'époque, elles sont plutôt une belle définition, un bon... Ah ça y est, ça picole derrière. Ah bah bravo. C'est le monsieur qui l'a acheté. C'est le Michu qui l'a acheté. Donc, ça boit du Michu derrière moi. Et une figurine de Vegeta qui envoie du pâté aussi. Alors, est-ce que je vais réussir à avoir du net dessus? On va essayer d'aller sur celle-là. Première chose, c'est plus. Deuxième chose, c'est ça. J'arrive pas à voir. Elle est jeune, elle veut pas prendre le net. Hein. Tu veux goûter? Tu vois, c'est quoi les règles stream, les règles de Twitch sur C'est de la grenadine. Ah, c'est la grenadine. On dirait vraiment.
C'est la grenadine. Ouais, c'est bon. Je suis pas encore affilié, je pense que ça passe en plus. Bah, la grenadine c'est autorisé. Hein. Ouais. Donc, je vais boire un verre de, je vais boire un peu de grenadine. Je vais goûter de la grenadine. Au pire, tu risques de promouvoir le diabète. Est-ce que j'arrive à avoir un gros plan sur la figurine Est-ce que j'arrive à la... Non, j'arrive pas à avoir un... Les autres, ils ont réussi à avoir un net dessus. Celle-là, elle est vraiment chiante en fait. Ouais. Allez, tu peux y arriver. On voit même le... Il a même le scooter en fait sur l'œil. Donc vraiment là on monte en... Alors non, ça, vous allez voir, ça n'a pas la couleur du loncha, mais c'est la couleur de la grenadine, donc je... Voilà, sentez... Ouais, c'est super bon. Ouais. T'as vu ça? C'est une bonne grenadine, ouais. Ouais, ça a une couleur bien rose. C'est une grenadine au shiso. Ça. C'est de la grenadine à la prune et au shiso. Une grenadine à la prune et au shiso. Et donc là, on est sur le deuxième jeu Dragon Ball Z, où on va... jeu qui se passe en 2 parties, encore 2 matchs. Donc, d'abord, on doit combattre Nappa. Donc le combat contre Nappa. Et si on a bien tabassé Nappa, hop, on peut combattre le boss, le vrai. Cette fois-ci enfin avec ses cheveux noirs. Et là c'est le combat contre Vegeta. Ils vont rapporter en France de... Et donc les personnages, chaque joueur se bat contre Vegeta et celui qui a fait le plus de dégâts à Vegeta et le combat gagne la partie. Voilà. Là on a un jeu qui est consacré entièrement juste au combat Nappa Vegeta. Donc avec à nouveau des jetons, des cartes, encore des composants très beaux. Ça c'est un autre des jeux que j'ai en très bon état. Alors c'est intéressant parce que quand on combat en fait c'est comme le jeu de Dragon Ball un peu avant. Quand on combat en fait le joueur, en fait un autre joueur va jouer des cartes pour essayer de nous contrer. Et donc on a les cartes de Vegeta. Et si on combat Vegeta, et ben on utilise la partie Vegeta de la carte. Et s'il est déjà transformé en grand singe, hop, on a la partie grand singe. Celui-ci avait une publicité pour les jeux Party Joy double, donc sorti en 90, le line-up de 1990, avec le numéro 1 qui est un jeu Gundam, que j'ai, le numéro 2 qui est un jeu Dragon Ball, que j'ai, et le numéro 3 qui est un jeu Super Mario Land, que j'ai aussi. Il me manque que le numéro 10 en fait des Party Joy double. Et voilà. Donc là on voit vraiment Bandai qui utilise à fond ses licences, qui en plus à l'époque avait aussi les licences pour faire des jeux Nintendo, donc il y a beaucoup de jeux Nintendo en fait dans cette collection Party Joy. On en verra quelques-uns dans des futurs lives. Et ouais, des jeux vraiment cool, très jolis. Et là alors Mandalake ils en ont quelques-uns, mais le Mandalake c'est la même problématique que Sulugaya. Alors Sulugaya il y en a peut-être même plus que Mandalake, mais en fait voilà, c'est la même problématique que Sulugaya. Les prix sont vraiment chers en fait, c'est-à-dire que ils font une plus-value complètement folle sur le prix du jeu, sur le prix des jeux, et du coup il m'est arrivé d'en commander quelques-uns pour l'instant sur Sulugaya ou sur Mandalake, mais vraiment quand je craque. Parce qu'en général, en étant patient et aux enchères ou sur Mercalli, on peut trouver notre bonheur. Alors, faut que ça reste comme ça, donc commencez pas à collectionner les vieux jeux de société, laissez-moi ça. Mais il n'y a pas encore trop de spéculation en fait sur le marché du jeu de société. Il n'y a pas vraiment de raison non plus, hein. Pour l'instant il n'y a pas tant d'acheteurs que ça, donc on est quelques-uns à se battre à chaque fois quand il y a certains jeux un peu rares qui tombent. Pour l'instant on a que certains jeux, par exemple voilà, la licence Dragon Ball c'est un truc porteur, donc ça va être plus compliqué quand on a des jeux avec des licences comme ça.
Mais quand on est dans du jeu de société pur, ce qui est en plus souvent ce qui me... Je vais des fois préférer avoir du jeu de société pur que forcément des licences. Bon, en général, on les trouve pas trop excessifs. J'ai eu la chance de trouver pas mal de jeux, que ce soit sur Mercredi ou sur aux enchères pas trop chères. Mais dès qu'on arrive dans des licences un peu spéciales ou des choses très rares, ouais, les prix peuvent s'enflammer assez vite. Quand j'atteindrai les 10 000 followers, on verra les prix monter, ouais. En fait, c'est parce qu'en fait, j'ai une chaîne YouTube déjà avec 2000 et quelques followers dessus, 2500 followers dessus, mais où on fait principalement des vidéos en japonais. Donc j'ai lancé la chaîne Twitch, une grande partie grâce à Citron Violet, en fait, qui est passé au magasin il y a presque un mois maintenant. C'était pas un mois, mais ouais, 3-4 semaines maintenant, 3 semaines, un peu plus 3 semaines. T'étais pas là toi encore, donc tu sais pas. et en gros, on a fait 5 heures de live dans le magasin, puis c'était cool, j'ai trouvé ça, la communauté en fait sur Twitch, j'ai trouvé ça vachement plus... Puis en fait, c'était ce qui était bien pour moi, c'est de pouvoir faire des choses en français. Là où ma chaîne YouTube est beaucoup plus pour le public japonais, donc on a 2500 followers sur... ouais, je crois qu'on est à 2008, 100 followers sur la chaîne YouTube. Mais c'est majoritairement des japonais et quelques étrangers, mais beaucoup plus divers en fait, parce que j'ai présenté certains des vieux jeux comme ça. Donc j'ai quelques anglophones qui suivent aussi la chaîne. Donc on a fait principalement des vidéos et des lives en japonais dessus, et je voulais un endroit pour pouvoir faire live tranquille en français et prendre mon temps, et puis voilà, Twitch ça me paraissait un endroit sympa. Puis je suis content là pour l'instant, les lives se passent bien, et voilà. Et du coup, une de mes peurs d'avoir commencé à faire des vidéos YouTube et des Twitch, c'est que des gens commencent à spéculer un peu autour des jeux de société, comme ça se passe pour le rétro gaming. Sachant que je trouve que les prix du rétro gaming sont devenus juste n'importe quoi sur plein de produits, des choses qui existent en énormément d'exemplaires. Et les prix ont flambé pour des jeux qui n'ont aucune raison de flamber. Par exemple, maintenant je pense que Final Fantasy VI c'est devenu assez cher, alors que moi quand je suis arrivé au Japon, on en trouvait à la pelle pour une misère, parce que c'est un jeu qui a été vendu à des millions d'exemplaires, peut-être des millions d'exemplaires au Japon. Donc, pas du tout rare. Ouais, alors celui Gaïa au niveau des jeux étrangers, c'est plus, ils sont moins abusés en fait sur les marges qu'ils font, je pense, sur les jeux étrangers traduits ou pas. Là où et le marché en fait sur les jeux, en gros sur le jeu de société moderne au Japon, c'est oh merci pour le follow tête de slip. J'espère que la chaîne va te plaire. On parle beaucoup de jeux de société et de culture japonaise un peu. Et là on montre des jeux de société Dragon Ball. Ouais, donc en fait au Japon le marché du jeu de société moderne est un peu particulier, parce que les sociétés qui font des jeux impriment peu de jeux en fait à chaque fois. Du coup les jeux populaires sont très vite en rupture de stock, et du coup souvent les jeux les plus populaires sont ceux qui prennent le plus en valeur et deviennent très chers assez vite. Là où en Europe un jeu très populaire va être réimprimé plein de fois, et du coup des jeux je sais pas, je dirais Dominion, Maticolo, enfin des jeux Azul, Splendor, des jeux qui se vendent à vraiment un très grand nombre en fait en jeu de société moderne, les prix en France vont être très raisonnables parce que ça va être édité souvent. Là au Japon, souvent ces prix la montent parce que le jeu est en rupture de stock, et du coup ceux qui le veulent le payent cher. Et du coup sur le Gaïa, je pense que pour les jeux modernes, j'espère que tu vas te plaire ici. On va faire du jeu société japonais, mais aussi du jeu société autre. J'ai prévu de faire aussi quelques lives sur certains de mes jeux de crowdfunding où je vais jouer en solo pas mal aussi. Mais voilà, donc je pense que sur ce Gaïa, sur les jeux modernes, sur les jeux traduits, ils font moins de marge parce que là, il y a moins de marge à faire. Là où par exemple sur des parties joy comme ça, par exemple la Dragon Z comme ça, je pense qu'il est trouvable aux enchères dans les 4-5 000 yens, et il va être sur celui Gaïa à 10 000 yens quoi. Ils vont faire du double par rapport à ce que ça se vend entre particuliers. Pas entre particuliers. Mais voilà, il m'est arrivé des fois aussi de faire des bonnes affaires sur celui Gaïa et de craquer, et j'ai acheté... En fait j'ai des paliers. Je m'autorise d'acheter les jeux à un certain prix chaque. Et au fur et à mesure que j'arrive vers la fin de la collection, d'avoir le plus en plus le plus en plus complet possible sur cette collection-là, je monte la barre à laquelle je m'autorise à acheter des jeux.
Il y a eu un petit sursaut là récemment. Ouais, et il y a un petit sursaut récemment, ouais. Et quand je passe une certaine barre, bah, du coup, tous les jeux que j'avais pas achetés avant, qui dépassaient cette barre-là sur Solo Gaia ou d'autres sites comme ça, bah, j'y vais et je craque et je fais péter de. Ouais, je fais mal au portefeuille. Alors, ma compagne est justement à la fois très 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 gentille là-dessus. Elle me laisse dépenser mes sous vraiment comme je veux et au contraire. Mais du coup, ça me protège pas du tout parce qu'elle est plutôt du genre à me pousser en fait derrière. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis ah j'hésite, je pourrais acheter ce jeu, attends, mais franchement c'est abusé d'acheter un vieux truc comme ça aussi cher. Et là derrière, vas-y, achète, 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 achète. Du coup, c'est limite plus dangereux en fait. C'est genre elle est plus le petit diable sur mon épaule que la personne qui va me mettre des gros coups de louche dans la tête parce que j'ai dépensé les sous du foyer. Bon, a priori, on sait être relativement raisonnable. Enfin, j'espère. Oui, ça se voit. Le magasin, il y a 3600 jeux, je sais pas quoi là. Ça y est, il y a Eric qui rentre, qui rentre dans le live. Vas-y, montre pourquoi est-ce que je suis raisonnable. Ça va, ça devient des patrimoines pour notre fille. Ouais, Ça, parce que- ouais, ça va, on est raisonnable pour l'instant. Juste 1800 jeux. Moi, ce que je retiens, c'est que tu as dit t'es raisonnable sur les jeux. Salut Dark Duntman. Bienvenue sur le chat. Donc on parle de vieux jeux et je t'assure, il n'y a pas de beignet par ici. On ne cache pas de beignet. Ouais, donc juste la vitrine, c'est que les vieux jeux. Et donc là, après, on a les jeux pour le magasin, pour les personnes qui travaillent, qui jouent, les jeux qui travaillent vraiment en fait. C'est des jeux qui travaillent vraiment, ceux-là. Ceux qui font vraiment d'argent. Et si on passe de l'autre côté, là, on arrive à tout ce qui est gros Kickstarter, jeux pour moi. Donc là, on a... Et en fait, ça commence à s'accumuler là derrière. Il y en a derrière l'arrière-boutique. On va ranger le 3e étage pour les ranger. Et je me fais mal, donc je repasse en vue normale. Ouais, actuellement, les deux grosses dépenses pour moi en jeux de société, c'est les vieux jeux de société et les crowdfunding, enfin les jeux financement participatif. Je pense que je dépense presque autant pour ça. Ouais, alors j'ai eu la chance quand j'habitais sur Tokyo de travailler de temps en temps avec quelques mangaka. Donc j'ai quelques dédicaces de mangaka au mur, donc on va passer un peu en... Ouais, j'ai l'intégrale United. J'attends le DC. C'est un des jeux que je pense que je vais faire en solo. Je vais probablement me faire une des campagnes en solo sur la chaîne de Marvel United. Et donc, voilà, il y a quelques dessins originaux. Donc là, on a j'aurais pas assez de longueur, mais à partir de la droite, là-bas, on a un dessin original de Murata Yosuke, le dessinateur de One Punch Man. Mais période... Salut Quack, bienvenue sur le chat. Voilà, tous ceux qui rejoignent, si ça vous branche, n'hésitez pas à follow aussi. Donc là, on parlait normalement de jeux Dragon Ball, mais on a un peu dérivé sur qu'est-ce qu'il y a au magasin, et là, je montre juste quelques... Merci pour le follow, Dark Jumpman. Je t'enverrai un beignet banane à la maison. Et là, à côté, c'est un dessin de One. À côté, c'est Kinu Sensei, c'est un dessin de la personne qui a fait... Dragon Ball, et à côté on a Tanaka Akira qui est un mangaka, un pote à moi qui a fait des trucs vraiment sympas et qui a été assistant sur beaucoup de mangas très très connus. Et de l'autre côté là-haut, on a une dédicace, on voit mal parce qu'Eric a sa tête au milieu, donc Eric pousse sa tête. Voilà, Eric a poussé sa tête et on a une mételle dessinée par Matsumoto Leiji quand j'ai travaillé comme interprète pour lui. Donc voilà, peut-être actuellement c'est ma pièce maîtresse de ce qui est au mur dans mon magasin, parce que ma pièce maîtresse d'Odika, je pense que ça restera ma dédicace de Don Rosa. Mais voilà. Ouais, pas mal de dédicaces. Et voilà, c'est... mais... J'en ai une aussi de... J'ai aussi une dédicace qui fait râler certains de mes amis au Lyon Project, de l'autre côté là-bas du magasin de Rance. Et ça c'est un cadeau aussi. Et voilà, j'ai une dédicace aussi de Isayama de... Voilà. Mais voilà,
C'est un peu le magasin est un peu comme ça. Donc les gens des fois pensent qu'ils sont venus au magasin, mais c'est pas le cas en fait. Hein. C'est des gens que j'ai rencontrés surtout quand j'étais sur Tokyo, quand j'étais beaucoup au Comiket. Ouais, je sais que sur les potes que j'ai au Japon, la vente c'est celle qui rend jaloux beaucoup de personnes. Ah. Ouais, alors Tezuka là tu me fais rêver, hein, c'est probablement mon mangaka préféré. Le manager qui travaillait avec Matsumoto Leiji, il est revendeur en fait d'art et il a régulièrement des pièces Tezuka et chaque fois je suis en mode. Mais ouais, chaque fois je suis vraiment à deux doigts d'acheter un dessin de lui. Mais Tezuka c'est Dieu quoi. Ouais, un manga c'est vraiment l'auteur qui me plaît le plus. Mizuki. Et ma femme elle adore Mizuki donc du coup elle dit Mizuki alors. Mais c'est vrai que au Japon les dédicaces c'est quelque chose qui est moins courant aussi parce que la culture se fait moins. Qu'en France où il y a vraiment les salons de BD on va vraiment faire des dédicaces mais il y a quelques salons où on peut faire des dédicaces. On va continuer dans les jeux Dragon Ball, on va passer au dernier jeu Dragon Ball que j'ai en ancien là. Donc le troisième de la série Party Joy, elle dort pas du tout. Tu montes à l'étage, ouais. Ouais. Donc on jouera pas à un jeu Dragon Ball ce soir. On fera peut-être un jeu d'autre chose, mais peut-être tous les deux avec Eric on fera un autre jeu, mais peut-être pas un jeu Dragon Ball ce soir. Mais on va continuer à montrer quand même les jeux et on va montrer le dernier, qui est donc le troisième de la série. Donc à nouveau un double, le numéro 8 de double. Donc à nouveau une belle boîte. Un beau plateau. Alors, à nouveau les figurines de Goku. Un peu des figurines un peu différentes. Alors, ce qui est intéressant avec ces figurines, c'est qu'on voit aussi le... Alors j'aurais pas dû prendre la jaune, parce que c'est celle qui est la moins bonne pour... Alors ce qui est intéressant à voir avec ces figurines aussi, c'est que c'est des figurines en fait qu'on voit un peu le côté économie de Bandai à l'époque. Donc c'est les mêmes figurines qu'on trouve dans les versions Deluxe, grosses boîtes, des jeux Dragon Ball Z. Donc il y a je l'ai pas moi à la maison, mais il y a un jeu Dragon Ball avec une grande boîte, et où il y a Goku et beaucoup de personnages Dragon Ball jusqu'à Cell, qui sont en figurines, et en fait c'est les mêmes figurines, avec les mêmes moules. Et le Bandai va faire ça pour beaucoup de ses jeux en fait. J'ai des jeux. Là par contre, quand on fera une vidéo sur les Chevaliers Zodiac, j'ai un jeu Chevaliers Zodiac donc de Party Joy, donc c'est des jeux pas chers avec des figurines très jolies pour chaque chevalier de bronze dedans. Et quand on achète la version Deluxe en grande boîte, on a les mêmes figurines, mais avec aussi des figurines pour chacun des chevaliers d'or. Et c'est les mêmes figurines, donc si jamais on nous manque... Alors ce qui est cool, c'est que du coup, s'il nous manque des figurines dans une boîte, on peut récupérer une boîte en très mauvais état ou complètement fracassée, où il manque des pièces d'un autre des jeux, et compléter avec les figurines de cet autre jeu là, c'est exactement les mêmes. Donc je pense que Bandai économisait beaucoup sur les moules à ce moment là, en utilisant les mêmes figurines dans plusieurs jeux. Et donc là, on continue dans les jeux Dragon Ball, donc période post-Vegeta, et donc là on arrive, c'est le voyage pour Namek. Donc je trouve que c'est un jeu qui en termes de thème est vraiment pauvre en fait. C'est assez fou, parce qu'en fait, donc c'est un jeu entier, donc il y a à nouveau deux parties au jeu. Donc la partie 1, c'est juste, on est en voyage pour aller à Namek, et pendant le voyage, on s'entraîne. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'être celui des joueurs qui va s'entraîner le plus vite pour arriver au niveau max, pour arriver à Namek, en bon état. Donc en gros, on tourne en rond, dans la capsule, donc des épisodes bien longs de l'animé, et donc ça fait un peu board game filler, j'ai l'impression. Parce qu'on a ça d'un côté, et de l'autre côté, alors par contre la map est magnifique. On a une map magnifique de Namek. Et là le but c'est d'aller choper les boules de cristal sur Namek. Ouais, alors pour tous les Dragon Ball Z dans cette série là, ils ont fait la même chose en fait, ils ont à chaque fois 2 jeux en un. À partir le Dragon Ball, le premier que je l'ai montré plus tôt dans la soirée, enfin la soirée pour moi, donc l'après-midi pour ceux qui sont en France. Donc celui-là, c'est un seul jeu, qui est plus long, plus complexe. Mais à partir du Dragon Ball Z, c'est à chaque fois 2 jeux.
Donc, et au début, en fait, ils appelaient ça partie 1, partie 2. Et ils en sont carrément arrivés à maintenant, c'est juste 2 jeux en un. Ils font la promotion sur le fait qu'ils vendent 2 jeux en un. Mais je sais pas si c'est pas mieux d'avoir un seul jeu avec un peu plus riche, mais bon, bref. Le deuxième jeu, on est sur Namek et on a trouvé des boules de cristal. Donc on a un radar à boules de cristal. Et donc en fonction de où vont tomber les trucs, je vais y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Ah, ils veulent pas. Ah là, il y en a une qui s'est posée sur le 6. Et l'autre elle veut pas se poser. Voilà. Sur le 5 et le 6. Ça nous permet de. Ça sert de dés, ça sert de localisation sur la map, de où c'est qu'on doit aller. Et du coup, on doit aller chercher les boules de cristal. Donc, bah voilà, c'est un peu décevant. Dans le sens où c'est le combat contre Freezer, c'est le dernier jeu de cette série, le 4, que j'ai pas encore. Donc c'est celui qui me manque. Ou alors les versions de luxe, beaucoup plus chères. Là, on en a un où il y a un gros combat contre Freezer aussi. Ce sont des grosses boîtes. Pas beaucoup plus cher à l'époque, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que les grands jeux sont limite même moins chers que les parties Joy. Les parties Joy sont plus collectionnés, donc les grands jeux Dragon Ball se sont vendus, je pense, aussi en plus grand nombre. C'est quelque chose d'assez populaire. Donc je pense que je les ai vus déjà passer régulièrement pour pas très cher les grands. Je vais vous les montrer sur quelques photos, je les ai ouverts sur une page web, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, ils sont assez... on peut en trouver des en pas trop mauvais état à moins de 5000 yens. Là où ces parties Joy là commencent déjà à être un peu plus chères. Sans être complètement fou. Mais ouais, donc là je trouve quand même qu'ils sont pas foulés de faire un jeu sur juste le moment où Goku s'entraîne. Puis la recherche des boules de cristal sur Namek. Je pense que j'aurais préféré avoir une partie peut-être de recherche de boules de cristal et après derrière on a un fight contre les Binyu. Donc en plus ils sont en illustration sur la boîte. Et en fait non, le combat de Binyu et Freezer ce sera le 4ème partie Joy. Donc le 4ème jeu Dragon Ball Z qui est le dernier sorti de cette collection, le numéro 133. Et qui malheureusement lui est pas mal plus dur à trouver en fait. J'ai l'impression que la collection devait être en perte de vitesse sur la fin. Et du coup, les derniers numéros ont l'air d'être beaucoup moins courants et beaucoup moins sont beaucoup moins vendus que les premiers et donc sont pas mal plus durs à trouver. J'ai beaucoup plus de trous dans la fin de la collection maintenant que dans le début. Mais voilà, c'est... Voilà, là j'ai les 4 de Dragon Ball Party Joy. Les boîtes sont juste trop belles. Là, le Dragon Ball, le premier, il est vraiment magnifique. C'est probablement celui que je préfère dans des 4 de Party Joy. Que ce soit pour le game system ou la boîte en elle-même. Et, il est trouvable pas trop difficilement celui-là. Si vous êtes fan de Dragon Ball, je le conseille vraiment si vous voulez un jeu de société Dragon Ball qui soit un peu classe. Ouais, alors ce que je disais en fait, c'est que les boîtes en fait des Party Joy, comme ils étaient jamais en fait, il n'y a pas d'emballage. Donc là, j'ai une grosse déchirure là, c'est un peu le défaut de celui-là. La grosse déchirure qu'on a là. Mais comme en fait les boîtes sont pas ont jamais été emballées, ils étaient vendus directement comme ça avec genre un genre de scotch pour les garder fermés et des fois même carrément un autocollant de prix dessus. Là, par exemple, j'ai un seal Toei qui est scotché dessus. Qu'on a là aussi. Et pas d'emballage plastique. Donc c'est une collection où les boîtes sont... Bye bye Usagi. Et bye bye Thanos. À bientôt. La musique d'ascenseur. Ouais, c'est la musique du magasin là. C'est la musique de jazz un peu que j'ai au magasin derrière en arrière-plan. Je sais pas si je mettrai la musique pendant les streams ou pas. J'essaierai de demander un peu qu'est-ce que les gens en pensent. S'ils préfèrent avoir de la musique quand je parle ou s'ils préfèrent juste m'entendre. Mais merci d'être passé sur le chat, en tout cas ça fait plaisir et merci pour les follow à tous les deux. Et puis j'espère vous passera Sakata bientôt. On va essayer de venir vous voir un peu sur Kyoto quand on aura le temps. Et voilà, donc les 4
en partie Joy, donc par Bandai. Le premier que j'ai montré en début de soirée. Qui lui n'est pas fait par Bandai et qui est donc au tout début de l'arc. Tout début Dragon Ball. Donc ça c'est période Pilaf. Donc ça c'est fait par Epoch avant que Bandai chope la licence Dragon Ball. Donc on a commencé la soirée là-dessus. Donc si vous voulez vous rattraper le live au début, vous pouvez voir le jeu en. Bah, lui aussi l'état est genre juste magnifique. Et ça c'est les jeux de société, on va dire anciens, vraiment anciens que j'ai de Dragon Ball. J'ai deux petits trucs un peu plus récents. Il y en a pas mal de plus récents qui sont sortis, mais pour l'instant j'ai pas trop acheté de jeux vraiment récents sur Dragon Ball. Je sais qu'il y a quelques jeux figurines qui sont sortis aussi. Mais voilà, j'ai deux petits trucs. Alors ça c'est un jeu de cartes Dragon Ball Z. Donc ça date 90. Mi-90, fin 90. Et c'est un. En fait c'est un. Bah écoute, tête de slip, si jamais tu repasses, t'hésites pas, hein, Alors Sakata, ça demande un petit peu de train, mais il y a un avion aussi, hein, si t'es motivé, il y a un avion qui fait Haneda Sakata, donc ça se prend bien dans un voyage, si ça s'ajoute à un voyage vers le Japon. Mais ouais, l'avion Haneda Sakata, ça se fait en 1 heure. Donc c'est assez cool, il y a un aéroport juste à côté, alors faut se méfier. Même moins. Ouais, même moins 45 minutes, ouais. Faut se méfier parce que des fois les gens... Non, il n'y a pas encore d'avion depuis Osaka, on espère. Depuis Osaka, il faut prendre l'avion jusqu'à Niigata potentiellement, Akita, je suis même pas sûr, Niigata. Et ensuite 2 heures de train de Niigata jusqu'à Osaka, jusqu'à Sakata. Mais ouais, alors il faut se méfier parce que souvent les gens qui viennent dans la région de Yamagata, ils s'imaginent qu'ils peuvent prendre l'avion à Yamagata et ils seront pas loin du coup aussi de toutes les villes un peu intéressantes de Yamagata, mais la préfecture est très grande. Du coup il y a 2 aéroports, il y a un aéroport à Yamagata et un aéroport à Shonai, donc la région où je suis moi, qui est à côté de Sakata. Donc si jamais vous venez vers Sakata, regardez bien les vols pour le Shonai, pas pour Yamagata. Voilà. Mais ouais, ça se fait bien. Puis ce sera avec plaisir qu'on t'accueille pour jouer ensemble. Hein. Tête de slip, il y a de quoi jouer, je pense. Je pense qu'il y a de quoi jouer. Ouais, je pense de passer les 1800 jeux à peu près, donc ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc là, on a un jeu de cartes. Donc c'est vraiment un jeu de cartes standard, hein, de base. Mais en fait, avec des règles spéciales d'un jeu de combat. Où les personnages peuvent s'attaquer les uns les autres avec des attaques spéciales. En fonction des cartes, donc il y a tout un système de règles spécifiques au jeu avec des cartes. Donc on voit déjà, on est dans les personnages, dans le design des personnages, on voit qu'on est déjà vachement plus loin. On a un joli petit bébé Trunk là. On a déjà un Gohan adulte. Ouais, alors il y a pas mal de gens qui viennent de Taïwan en plus dans le Tohoku. C'est assez populaire, donc il y a peut-être des vols jusqu'à Sendai, de Taïwan à Sendai, et on est à 3 heures de route en voiture de Sendai, donc ça se fait en bus assez facilement. Mais je crois qu'il y a des vols intéressants vers Sendai de Niigata, je suis pas certain, mais je crois que Taïwan Sendai ça se fait, je crois. Ça va vérifier, mais si t'as jamais fait le Tohoku, je conseille vraiment comme région, pour la nourriture c'est vraiment magnifique. Donc là on a des très très belles cartes. Un petit trunk du futur, après le trunk bébé. Et chaque carte a un personnage, qui est super cool ça. Souvent, ce qui est un peu dommage avec les cartes à thème, c'est qu'on va voir que des persos sur les rois, les as, tout ça. Mais pas sur toutes les cartes. Par contre, ce qui est dommage, c'est que chaque couleur a les mêmes persos en fait. Qu'on prenne le 6, ce sera toujours le trunk. Mais les cartes sont très belles. On peut y jouer pour des jeux n'importe quoi. Mais c'est cool qu'il y ait des règles spécifiques. Avec des cartes qui ont des skills particuliers, donc chaque fois il y a des cartes skills particuliers, donc le Joker on peut jouer n'importe quand. En fait on doit jouer, c'est un jeu où on doit se débarrasser de ses cartes plus ou moins. Donc voilà, ça c'est aussi, bon ça reste, je le case dans la
catégorie mi-ancien, on va dire. Pour moi, j'ai pas encore vraiment le sentiment qu'on est vraiment dans l'ancien. Mais peut-être parce que juste je suis vieux, en fait. Mais c'est un truc qui a dû sortir quand j'étais déjà... début d'adolescence, je pense. Voilà. Et après, un truc encore plus récent. Hein, parce que ça... des personnages en Super Saiyajin dans tous les sens. Donc ça, c'est un Uno avec le thème Dragon Ball. Ça, c'est... Au Japon, il y a beaucoup d'Uno avec des thèmes de manga. Non, j'ai pas la trentaine, en fait. Malheureusement. J'aimerais bien, mais non, j'ai passé la 40 déjà. Oji-san. Le petit jeune à côté qui se fout de ma gueule. Non, j'ai passé la quarantaine. Hein, y a quelqu'un avant qui a follow, qui a dit « Ah, t'es juste après le JDG dans mes follow ». Et je crois que je suis un an plus âgé que le JDG, je crois que je suis dans ces eaux-là. Je suis à 42, moi. Ouais, ça y est, j'ai reveal de l'age. Et voilà, non, je suis pas dans la trentaine. Mais voilà, donc beaucoup de jeux Uno de licence au Japon, comme dans le monde entier, j'imagine. Et qui aussi, comme dans le monde entier, amène à souvent des cartes spéciales en fait. Donc le gros du jeu Uno, ça va être le même. Et chaque fois, chaque licence va amener des cartes spécifiques avec des règles spécifiques. Alors je ne saurais pas dire pour Dragon Ball, j'ai pas checké les règles avant. Mais le jeu est aussi... on a des cartes très très belles. Uno. Bon, ça c'est un Uno qu'on utilise au magasin. Hein. C'est même pas... c'est dans ma collection, mais c'est même pas dans la partie... préservée de la collection. Il n'y a rien de mal à avoir 42 ans, moi je suis content d'avoir mes 42 ans, mais... En fait, ce qui m'a fait mal ces dernières années, c'est ça en fait. C'est le fait de devoir commencer à utiliser des lunettes pour lire. Ça m'a fait spécial. J'ai des très très bons yeux à la base, moi, donc... j'ai commencé à avoir du mal à lire, c'était compliqué. C'est bientôt l'heure, tu ouvres ta porte en pilulier. Un petit jeune de 28 ans qui se fout de ma gueule à côté. Bon, on a fini les jeux Dragon Ball, mais on va faire un petit jeu bonus. Enfin, un petit jeu. Il est super gros en fait, mais il est magnifique. Et c'est probablement mon jeu Toriyama que je préfère à l'heure actuelle. Voilà, donc un jeu sur Dr. Slump. Il y en a deux qui existent, j'en ai un sur les deux. Et donc c'est le Halale Chang Game. Dr. Slump Halale Chang Game. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi je sors un jeu Dr. Slump, c'est parce que le manga et l'anime donc connu de Toriyama, le dessinateur de Dragon Ball, avant de faire Dragon Ball, c'était Dr. Slump. Donc avec un personnage qui s'appelle Halale. Et ça c'est un truc que j'ai vu ça aussi enfant, quand j'étais petit. Et limite, je dirais pas que je préfère... C'est difficile de dire que je préfère que Dragon Ball, mais pour moi je le mets au même niveau de Dragon Ball. J'aime beaucoup le Toriyama comique. Donc j'aime aussi beaucoup ses œuvres courtes. Donc j'aime beaucoup ce qu'il a fait, que ce soit Sandman et... j'ai plus le nom du combat de l'ange et du démon là. Enfin certaines des œuvres courtes qu'il a fait. J'ai plus les noms, mais ça, je crois que c'était vendu en France dans une compilation d'œuvres courtes de Toriyama. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait en comique. Même peut-être plus que ce qu'il a fait après en épique. Et donc là on a un jeu... on est juste dans du très très beau. Avec à nouveau ces grands plateaux de jeu. Donc là on est sur du... donc la collection... Bon, ça c'est fait par Bandai. Et c'est donc la collection des Joy Family. Donc cette collection de jeux. Et si jamais du coup vous tombez ou vous voyez les Dragon Ball dans cette collection là, on sera dans les mêmes tailles de boîtes et dans les mêmes on va dire qualités de matos. Donc là on a un énorme... Celui-là il est un peu plus vieux hein, que les Dragon Ball qui ont été faits dans cette collection là. Donc la boîte, on sent que la boîte elle a bien vieilli, il y a plein de traces de... C'est difficile à nettoyer le carton sans l'abîmer. Donc c'est plein de choses sur lesquelles je suis encore en train de chercher un peu comment essayer d'entretenir une partie de la collection. Je suis en train aussi d'envisager de plus en plus sérieusement en fait de monter une partie musée. Mais l'intérêt d'habiter dans une ville où l'immobilier est très peu cher. On peut se permettre de faire des trucs fous comme monter un musée du jeu de société. Mais voilà, donc là on est quand même dans les plus vieux jeux en fait de cette collection des Joy Family. Donc la notice est encore
Vraiment bien ancien papier, mais avec des illustrations qui sont magnifiques. Et donc, on a un jeu qui ressemble à un jeu de loi. On pourrait penser qu'au premier abord que c'est un jeu de loi, tout ce qu'il y a de plus classique, où on part du goal, et puis on va arriver à la fin du start et qu'on va arriver jusqu'au goal. Mais en fait, il y a un gros twist. Le premier twist, il est que le premier qui arrive à la fin, il perd le jeu. Donc on veut surtout pas arriver à la fin par rapport à un jeu de loi. On veut surtout pas être le dernier. Ouais, t'as vu, le musée de jeux de société Sakata, ça sonne bien. Ouais, je suis pour aussi. Ah, on va voir, on va voir. Mais on va y travailler, on va y travailler. En fait, en réalité, il y a une... D'ailleurs, j'ai plus le nom, mais il faut que je le trouve pour un... Ah oui, alors j'oublie souvent les choses, j'oublie beaucoup les noms, moi. Donc, j'essaie de trouver le nom parce que c'est un truc qui est super intéressant. Il y a une association pour préserver les jeux de société, les jeux analogues, les jeux analogiques au Japon, qui a monté ça. Donc ils ont monté un gros entrepôt, ils sont en train de stocker des choses, d'essayer de scanner, de garder des règles, plein de choses comme ça. Donc ils sont très variés dans le jeu. Et ils viennent souvent sur le game market, sur des gros événements de jeux. Et j'avais rencontré les personnes qui sont derrière ça et ça a l'air super bien et c'est une très très bonne... Ouais, genre en fait, au Japon, en termes de vocabulaire, c'est devenu un peu compliqué. Parce que maintenant, en France, on dit encore jeux vidéo quand on parle de jeux. Si on dit juste jeu, on va pas forcément penser obligatoirement à des jeux vidéo. Là où au Japon, en fait, le terme de game, maintenant, correspond forcément à du jeu vidéo, en fait. Donc du coup, pour parler de jeux qui ne sont pas jeux vidéo, on va forcément rajouter analogue ou board game ou différents mots devant, en fait. Pour spécifier que ce n'est pas un jeu vidéo. Et du coup, cette association est en train de essayer de sauver, de préserver, de garder beaucoup de jeux. Alors, je sais pas s'il y a des volontés d'exposition derrière, ils sont beaucoup plus dans le côté. À l'heure actuelle, ils sont beaucoup plus dans la partie, je dirais, académique du processus. Donc plutôt faire un énorme catalogue et préserver les choses et de la recherche que clairement monter un musée où les gens vont venir pour pouvoir les voir, jouer avec ou autre. Mais voilà, c'est un truc qui est en train d'être mis en place, qui est en train de se développer. Alors oui, les jeux de rôle, ça fonctionne très bien en Japon depuis quelques temps. Là, alors c'est un genre qui existe au Japon depuis très longtemps. J'ai un truc assez sympa en jeu de rôle. Oh, c'est un peu Dragon Ball, mais pas grave. C'est toujours sympa de montrer une belle boîte de l'Appel de Cthulhu. Donc ça, c'est une première édition japonaise de l'Appel de Cthulhu, qui correspond à la deuxième édition américaine. Donc ça date bien d'il y a 20 ans en arrière. Même plus, 85. Donc voilà, on est vraiment dans du truc. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps au Japon, le jeu de rôle. On a notamment quelques animés quelques jeux vidéo qui sont clairement tirés de parties de jeux de rôle des designers. Les Chroniques de la guerre de Lodos, on a clairement quelque chose qui est des gens qui jouaient à Donjons et Dragons et qui font un animé à partir un peu de leur partie. Dragon Quest, il y a une inspiration wizardry, mais aussi jeu de rôle. Donc le jeu de rôle existe depuis longtemps. Ça restait un truc plus à la base de comme en Europe, aux États-Unis, qui se fait pendant les études supérieures, c'est quelque chose plus d'universitaire. Et là, depuis quelques temps, ça a vachement marché et je pense que Toulouse est le jeu de rôle le plus populaire. Et il y a des gens qui en parlent de plus en plus. Il y a des youtubeurs qui font du jeu de rôle sur YouTube, donc ça a aussi eu un impact assez sympa. Et en fait, le Murder Mystery, donc c'est pas vraiment du jeu de rôle, on est entre le jeu de rôle et donc les soirées enquête. On est plutôt entre le jeu de rôle et le loup-garou, entre guillemets. Ça a complètement explosé au Japon, là, ces 3 dernières années. Il y a une production folle de Murder Mystery. Nous, on fait un événement tous les mois de Murder Mystery
au café qui marche très bien. Et je dois avoir un truc comme une quarantaine, cinquantaine de soirées enquête, de jeux de soirée enquête au magasin, donc qui sont un peu dérivés du jeu de rôle, qui sont extrêmement populaires. En fait, le Jinlo Game, je dis Jinlo Game, c'est donc le jeu de loup-garou, au Japon aussi très populaire, a beaucoup marché. Point que je l'ai déjà vu moi dans des événements, ça se regarde aussi pas mal. Donc, des gens vont jouer à une partie de loup-garou sur scène. Et des gens vont regarder cette partie de loup-garou. Et je parle d'événements que j'ai vus là-dessus il y a au moins 3 ou 4 ans déjà. Donc il y a tout ce qui est roleplay, ça a pas mal bien pris aussi. Bon après, bien sûr, ça reste quelque chose qui touche une certaine branche d'âge. Enfin, ça va pas forcément toucher des gens âgés ou voilà quoi. La preuve tu joues. Ouais, le petit coup de couteau sur le fait que je suis vieux encore derrière là. Alors je sais pas du tout en fait. J'ai effectivement, a priori ça a explosé là-bas aussi depuis 10 ans, mais je sais pas si c'est l'influence chinoise sur le Japon ou on va dire une conséquence directe de l'évolution. En fait ils ont fait beaucoup de jeux de type loup-garou, et à partir des jeux de loup-garou ils ont commencé à rajouter des règles, à faire des loups-garous plus spécifiques. Donc je sais pas si c'est pas une descendance directe du loup-garou ou effectivement une influence de comment ça explosé en Chine en fait. Ouais, j'avais déjà vu passer des gros packs de jeux chinois en fait aux enchères, et les boîtes avaient l'air de jeux de soirée enquête, de murder mystery. Et donc ça confirme effectivement que ces gros packs de 30-40 jeux c'était bien des murder mystery en fait. Merci pour l'info, GG l'autre. Donc voilà, donc on a un très beau jeu Dr Slump qui pourrait ressembler à la base à un jeu de loi tout ce qu'il y a de plus classique, mais en fait non. Le premier qui finit perd tous ses sous. Ah ouais, moi je sais, ça s'appelle plus soirée enquête en France ce genre-là. Ah, tu m'amènes de l'eau. Ça fait, c'est même soif de parler. Ouais. C'est vraiment de l'eau, c'est C'est de l'eau, ouais. c'est de la vodka. Vous avez vu comme je suis bien, comment on s'occupe bien de moi ici. Ouais, ouais. Parce qu'avec tout ce que je te dis sur ton âge, je vais dormir dehors quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Faut que je m'hydrate régulièrement, ouais. C'est une balance. Oui, j'ai tendance à pas boire. Faut que je prévoie ça pour les streams, une petite gourde. D'accord, ok. Je savais pas en fait que le nombre. Ça fait pratiquement 13 ans que je suis plus en France. Et j'ai vécu aussi avant à l'étranger. Et donc j'ai moi mon expérience des soirs enquête, c'est ouais, il y a bien 25 ans quoi. Ouais, non, il parle tout à l'heure. Alors donc la personne qui est avec moi là actuellement à côté de moi ne sait même pas ce qu'est que Dr Slump en fait. Quand j'ai sorti Dr Slump tout à l'heure, il fait c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Donc bon. Ça vient au Japon et ça n'a pas de culture japonaise, mon dieu. Donc là on a un jeu aussi, matériel de très beau avec très belle figurine de Harald et de son petit frère. Encore une fois, les figurines sont très détaillées pour l'époque. Alors ils étaient prévus pour être peintes souvent sur les boîtes, ils montraient les figurines peintes aussi, en disant on pouvait les peindre. J'ai jamais fait l'expérience, mais par exemple ça c'est ce jeu là, j'en ai en plus parce que j'ai un jeu qui est complètement défoncé de ce jeu, donc j'en ai en plus des figurines. Et j'aimerais bien tenter de les peindre, voir comment ils réagissent à la peinture. Mais voilà, en fait à l'époque, alors les rares figurines peintes que j'ai croisées en enchère ou autre, c'était plutôt des trucs liés à Gundam, parce qu'ils ont fait aussi beaucoup de jeux Gundam. Et donc ces jeux-là pouvaient être peints. On a la fameuse sucette de Harley, qu'elle a tout le temps avec elle. Et donc le jeu, alors c'est un jeu qui utilise des cartes pour se déplacer. Et c'est super important d'utiliser des cartes pour se déplacer, parce qu'on a vraiment besoin de savoir quelle case on va tomber. Parce qu'en fait on va avancer dans le jeu. En fonction de la case où on tombe, comme dans un jeu de loi un peu classique, il va nous arriver différentes choses. Mais quand on va arriver à la fin, quand on va être dans la dernière
partie, la partie qui tourne en rond là. En fait, si on tombe sur la case de goal, on perd la partie. Donc on veut absolument pas tomber sur la part de goal parce qu'on perd tout notre argent. Et le jeu finit. Et celui qui reste des autres joueurs qui a le plus d'argent gagne la partie. Et du coup, par contre, on peut pousser les autres joueurs. C'est-à-dire qu'en leur tombant dessus, avec des cartes spécifiques, on peut pousser les autres joueurs d'un certain nombre de cases. Donc du coup, ça devient un gros battle royale en fait au milieu. Où les joueurs se poussent les uns les autres pour essayer de faire finir un des joueurs. Pour qu'il perde la partie. Mais en plus de ça, le jeu apporte aussi un petit intérêt de... je ne vois pas quel jeu dire qu'il fait, mais en gros, au milieu de la table, admettons qu'on joue à 4 joueurs, on a 3 sucettes. Et régulièrement dans la partie, quand on tombe sur certaines cases, quand on pioche certaines cartes, quand on lance le dé et qu'on tombe sur certaines choses, il faut attraper absolument une des sucettes. Le joueur qui n'a pas de sucette, eh ben, il lui arrive un truc négatif qui va être pioché sur ses cartes de gage un peu, où il va devoir reculer de quelques cases, ou alors il va devoir passer son tour, ou plein de choses comme ça. Il y a même des cartes qui nous font feinter, c'est-à-dire faire semblant d'attraper les sucettes au milieu. Donc il y a vraiment tout un gameplay aussi autour de ça. Un peu à la... c'est pas Time's Up, non c'est pas Time's Up, c'est le jeu où on doit attraper Jungle Speed. Il y a un côté très Jungle Speed. Donc voilà, donc un jeu qui a beaucoup de surprises, avec un petit côté un peu jeu de la vie, Jinsei Game, on doit gagner des sous sur le chemin, avec dernière personne qui a le plus de sous, ce gameplay à la Jungle Speed en plein milieu, des combats de dés, on doit faire des... Merci à toi Dark Donutman et j'espère te revoir sur le chat bientôt, puis peut-être bientôt à Sakata dans le futur. Bis à la famille. Et donc voilà, en gros, un jeu qui est vraiment qui est magnifique. Encore une fois, le board est juste... les illustrations sont trop belles. Les figurines sont vraiment bien. Et puis, on a une énorme illustration. T'as les champs en arrière-plan. Derrière. On a du très beau jeu. Assez facile à trouver si jamais il y a des fans de Dr. Slump. C'est quelque chose qui est pas impossible à trouver. Et c'est cool de voir des trucs autour de ce manga, de cet animé. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de choses qui sortent maintenant. Voilà quoi. Ah, il y a une carte Toriyama dans le jeu aussi, qui est un peu une carte Joker. Sur la carte Toriyama, on peut la jouer quand on veut. Il y a plein de choses qui sont sympas, donc j'aimerais bien essayer de trouver la carte Toriyama avec le robot. Je l'ai lu dans les règles. Je sais pas regardé, je sais pas chercher la carte la dernière fois. Peut-être que je dis des bêtises, c'est pas une carte, c'est sur... Ah, il est là. Non. Non, je l'ai confondu avec un Ultraman. Un genre de faux Ultraman, j'ai cru que c'était le robot de Toriyama, mais ça c'est pas ça. Donc c'est pas une carte, alors ça serait une case. J'ai mal lu dans les règles. J'y ai pas joué encore à celui-là. Mais c'est un des jeux que j'aimerais bien jouer aussi. C'était le jeu bonus pour ce soir. Et on va petit à petit laisser on va finir bientôt le live, je pense. On a quoi, 10h30 ici. On a bientôt pas loin de 2 heures de live, je pense que c'est sympa. On va pas tarder à arrêter là, je vais ranger ce jeu là et puis voilà, s'il y a des gens qui ont des questions encore ou autre. En tout cas c'était sympa, il y avait pas mal de monde qui sont passés, ça fait plaisir, c'est une super belle interaction. Je commence à prendre de plus en plus goût à faire ces lives là. Merci Tête de Slip. T'es le bienvenu chaque fois, j'espère que... Je vais essayer en fait de live tous les dimanches soirs au Japon, comme ça à partir de 8h30, 9h. Au minimum, et sûrement faire des lives après de temps en temps en dehors de ça. Alors j'essaye de trouver des horaires qui sont
bien aussi pour la France. Mais c'est compliqué en fait. Mon café est ouvert presque tous les jours jusqu'à minuit. Donc le dimanche soir, les gens sortent très très peu. Donc du coup, je sais que j'ai pratiquement j'ai beaucoup de chance que le café soit vide et que je puisse faire un petit live peinard. Mais ce sera pas forcément le cas toujours. Ouais, voilà, je pense que le dimanche soir, ça peut être sympa d'avoir des gens dans l'après-midi qui passent. Et puis, je vais voir aussi parce que je pense que les lives dimanche, je vais les faire plus orientés culture, culture japonaise, jeux japonais, tout ça. Et peut-être essayer de faire un live à un autre moment, peut-être à une heure un peu plus indue où je ferai probablement du jeu solo, sûrement du Marvel United au début, et peut-être d'autres jeux après. Et j'ai dû mettre des cartes ensemble parce que j'ai un sac en plus. Ah, j'ai les dés. Les dés aussi, rien que les dés. Ah, c'est des... Alors à l'époque, on avait des autocollants pour poser sur les dés. Donc dans la boîte, originellement, il y a des autocollants à part qu'on devait coller sur des dés. Les dés ne sont pas imprimés. Il y a très peu de dés qui sont imprimés en fait, des dés originaux qui sont imprimés en fait dans ces périodes-là. Il n'est vraiment qu'avec des dés avec autocollants. Ce qui rend souvent les dés, quand on a des dés originaux dans les vieux jeux de société, des fois c'est compliqué de les avoir en bon état aussi. Bah, merci pour l'abonnement à la chaîne YouTube aussi. La chaîne YouTube, je sais pas encore trop quand est-ce que je vais refaire un live. On a prévu peut-être faire quelque chose. Ce sera des lives potentiellement plutôt en japonais. Et là j'ai un ami qui fait un crowdfunding. D'ailleurs, s'il y a des gens qui font du crowdfunding, je vais lui faire un peu de pub. Hop, on va parler de Demonuki, de ce qu'on a à la fin. Mais voilà, donc vous savez 13 ans que je suis au Japon là. J'ai habité, en fait, à une période j'habitais en moitié Tokyo, après j'ai habité 4-5 ans à Tokyo et 8 ans à Sakata à peu près. Et plutôt 5-6 ans à Tokyo et 8 ans à Sakata. Donc là j'ai un ami qui est situé au Japon, qui s'appelle Amelie Studio. Et qui a en fait une boutique de jeux de société plutôt étrangers en fait au Japon. Et c'est vers Shinjuku. Et qui design en fait donc Adrao, qui design aussi des jeux de société. Et là il a fait un jeu de société qui est basé sur le Babanuki, qui est un jeu de cartes très connu au Japon, un peu comme qui ressemble un peu au Pouilleux en France. Et il en a fait un qui s'appelle Demonuki. Et là il est actuellement en campagne, en campagne sur Kickstarter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On va sûrement y jouer, mais je sais pas si j'y jouerai sur le Twitch pour l'instant. On va sûrement y jouer en japonais sur la chaîne YouTube. On va sûrement y jouer sur la chaîne YouTube en japonais dans la semaine qui arrive, mais je sais pas encore si j'y jouerai sur Twitch. Ouais, pareil, j'ai beaucoup de. Le problème, moi, c'est que le problème que je trouve qu'on a avec le crowdfunding, enfin le problème, j'aime suivre le développement des jeux, mais comme en fait, en gros, les jeux mettent un temps assez fou à arriver après derrière, ce qui est normal en soi, on a tendance un peu à se déshyper en fait du jeu qu'on a acheté, et du coup, on reçoit 2 ans, 3 ans après un jeu, et des fois, je suis un peu en mode, mais ok, pourquoi j'avais acheté ça? Et aussi, en même temps, des fois, je reçois des trucs qui me mettent tellement les yeux, j'ai tellement les yeux en étoile quand je reçois certains crowdfunding que ça reste un des trucs que j'aime le plus faire. J'adore suivre le développement du jeu, j'adore voir comment ça se passe. J'ai eu pas mal de déconvenus. Certaines boîtes que je suivais qui ont fait complètement faillite ou des jeux qui sont complètement arrêtés. J'ai perdu pas mal de thunes. Enfin, pas mal de thunes. Pas tant que ça non plus, mais j'ai eu des déconvenus. Et en fait, en définitive. Aussi au Japon, des fois, c'est un peu difficile d'avoir certains jeux étrangers. Les importer ou autre. Donc c'est vrai que le crowdfunding, ça permet de... par exemple, il y a certains jeux que je les back, je suis sûr de les avoir et puis c'est bien quoi. Certaines compagnies qui font plus plus de la pré-vente que du crowdfunding. Par exemple, je suis beaucoup la société qui a fait Calico et Cascadia, Flatout Games.
Et en fait, ils font une campagne crowdfunding tous les 6 mois à peu près. Et tous les 6 mois, je leur prends leurs derniers jeux qui sont sortis, je les prends pour le magasin et pour moi. Mais en réalité, c'est plus pour être sûr de les avoir au Japon que de voir après attendre. Mais voilà. Donc c'était. Ouais, effectivement, ouais, les taxes, les taxes, ouais, la TVA, en fait, le fait qu'ils aient mis la TVA. Là, ce que j'ai un peu peur, moi, à l'heure actuelle, c'est que il y a des chances qu'ils se prennent une TVA au Japon. Je vais garder un truc sur la table, c'est plus joli. Oh, je vais passer en face caméra un peu. Voilà. Il y a le fait que ce que j'ai vraiment peur sur le crowdfunding là maintenant, c'est qu'avec les taxes qu'ils sont en train de mettre sur les imports chinois et sur pas mal de choses en fait aux États-Unis, que en gros les créateurs de jeux mettent la taxe, incluent la taxe directement dans les prix en fait. Et que du coup, en plus de la douane qu'on se prend en France, que nous, le frais de port de fou qu'on se prend au Japon, on se paye aussi la taxe américaine parce qu'ils vont en fait, comme le gros des ventes se font aux États-Unis, ils vont intégrer directement le prix au tarif de base. Et ça, c'est un peu le truc qui me fait peur en fait. Il y a quand même pas mal de compagnies qui, en gros, font le gros de leurs ventes aux États-Unis et ont tendance un peu à complètement négliger l'Europe ou l'Asie. Enfin, plus dans les gros jeux de figurines que je suis. Donc ça me fait un peu peur. J'ai peur qu'on prenne un plus 10%, plus 20% sur les prix Kickstarter à cause de la taxe Trump là. Mais ouais, les douanes ça a beaucoup changé quoi. Ouais. Bah, je suis en train de. Déjà par exemple j'ai commencé à m'interdire la plupart des gros jeux parce que je suis très gros RPG très très long avec gros jeux narratifs. Donc j'avais mis beaucoup de sous dans des gros jeux narratifs à figurines et finalement je prends pas le temps d'y jouer. Donc je m'interdis un peu d'en acheter. Puis je suis devenu plus façon un collectionneur qu'un joueur. Moi j'achète plus pour avoir les jeux, les découvrir, les ouvrir que pour y jouer clairement. Mais, mais c'est vrai que j'essaie d'un peu de lever le pied sur les gros jeux à figurines. Bah, c'était super cool d'être tous là. Merci d'avoir suivi le live. Et puis à bientôt et à la semaine prochaine ou à une autre fois. Merci à tous. Ciao ciao.